Est-ce que tu sais qui était Nikola Tesla? Tu as certainement entendu parler des grandes pyramides d'Égypte. Et si je te disais que Tesla a peut-être découvert l'ancien mystère qui entoure 16 pyramides? Pardon? Un mélange de science et d'archéologie? Et non. Il est fort probable que les pyramides ne soient pas si énigmatiques après tout. Mais tout d'abord, voici ce que nous savons sur les pyramides. Qu'ont-elles de si mystérieux? Ce ne sont que de vieux monuments bizarres, n'est-ce pas? L'une des plus grandes questions concerne leur construction. Certains pensent qu'elles furent bâties à la force du poignet et à la sueur du front, d'autres qu'une source d'énergie inconnue de l'homme moderne fut utilisée pour les ériger. Et si des extraterrestres nous avaient aidés? Probablement pas. Mais cette idée d'une mystérieuse énergie employée à l'édification des pyramides existe depuis très longtemps. Même dans les textes anciens, comme les textes des pyramides, il est dit « Les dieux nous ont donné de quoi construire une grande puissance. Il se peut donc que quelque chose d'incroyablement puissant ait participé à cette prouesse architecturale. Qui sait ?» Au début des années 1900, Tesla commença à s'intéresser aux grandes pyramides d'Égypte. Il lut de nombreux ouvrages sur ces antiques structures et fut époustouflé par la quantité d'énergie qu'elles semblaient dégager. À l'époque, peu de gens connaissaient l'électricité. Et notre scientifique se demanda si les pyramides ne cachèrent pas une technologie avancée. Il se dit que leur puissance pouvait être liée à l'électromagnétisme, et il consacra beaucoup de temps et d'efforts à tenter d'en savoir plus. Il avait des théories assez bizarres pour l'époque. Il pensait que les pyramides contenaient une charge électrique et qu'elles alimentaient en énergie les zones environnantes. Il croyait également que des cristaux étaient à la source de cette énergie. Selon lui, ces cristaux super puissants se trouvaient à l'intérieur des pyramides et pouvaient contrôler les champs électromagnétiques. Mais ce n'est pas tout. Tesla pensait également que les matériaux utilisés pour construire ces monuments avaient des propriétés leur permettant de capter l'énergie du Soleil et de la Lune, et pas seulement en petite quantité. Il pensait que les pyramides pouvaient créer un champ d'énergie assez puissant pour éclairer des villes entières et même illuminer des zones plongées dans l'obscurité. On les utilisait comme des sortes de centrales électriques géantes afin de produire de l'énergie et faire fonctionner des machines. Les pyramides étaient liées, d'après Tesla, à une énergie cosmique employée pour l'éveil spirituel et la guérison des maux. Plutôt New Age, n'est-ce pas? Ces hypothèses n'étaient pas d'origine fantaisiste. Il avait sérieusement étudié tous les documents disponibles sur les pyramides, des objets aux textes anciens en passant par les hiéroglyphes et les dessins. Et il en avait conclu que les pyramides avaient été conçues comme des amplificateurs d'énergie et aussi qu'une mystérieuse source d'énergie avait été utilisée pour les construire. Certains pensaient que Tesla n'était qu'un excentrique avec de folles théories. Mais ces idées ont eu un impact considérable sur la façon dont nous percevons les pyramides aujourd'hui. Depuis quelques années, des chercheurs et des universitaires étudient ces découvertes et les utilisent pour lever le voile sur certains des plus grands mystères qui entourent ces anciennes structures. Par exemple, des scientifiques ont récemment mené des expériences théoriques pour analyser comment la Grande Pyramide réagirait à certaines ondes radio. Ils ont découvert qu'elle pouvait capter les ondes radio d'une certaine longueur et faire ensuite converger leur énergie de ces salles à sa base. Les scientifiques ont effectué de nombreux calculs pour parvenir à cette conclusion. Ils ont d'abord réfléchi aux longueurs d'onde qui fonctionneraient le mieux. Ils ont ensuite modélisé la réaction de la pyramide à ces ondes et ils ont calculé la quantité d'énergie qui serait absorbée ou diffusée. Enfin, ils ont étudié comment l'énergie se déplacerait à l'intérieur de la pyramide une fois captée par la structure. Pour expliquer tout cela, ils ont employé ce que l'on appelle l'analyse multipolaire, qui consiste à décomposer un objet complexe en éléments simples. Il est alors possible de voir comment chaque partie réagit à l'énergie. C'est un peu comme lorsqu'on défait un puzzle pour voir comment chaque pièce s'emboîte avec les autres. Les chercheurs s'intéressent à la manière dont tout cela pourra nous servir. Ils cherchent à fabriquer des particules capables de faire la même chose que les pyramides, mais avec de la lumière. En modifiant la taille, la forme et la matière de ces particules, ils peuvent contrôler la façon dont la lumière se déplace autour d'elles. Cela peut s'avérer très utile pour la fabrication de minuscules capteurs ou de cellules solaires très efficaces. Les scientifiques ont dû faire quelques suppositions au cours de leurs recherches.
Ils ont imaginé qu'il n'y avait pas d'espace caché à l'intérieur des pyramides et que les matériaux utilisés pour les construire étaient tous identiques. Et ils sont ainsi parvenus à faire des découvertes assez impressionnantes. Mais son étude des pyramides n'est pas l'unique témoignage du génie hypermoderne de Tesla. Nombreuses sont ces théories qui paraissaient irréalistes à l'époque, mais que des scientifiques réévaluent aujourd'hui pour des applications pratiques. Parlons du projet le plus ambitieux de Tesla, la tour de Wardenclyffe. En 1900, Tesla était déjà un grand nom de l'ingénierie électrique en Amérique. Cette invention étonnante et le fait qu'il ait réussi à surpasser Thomas Edison dans la guerre des courants impressionnait les gens. Mais Tesla ne se reposa jamais sur ses lauriers. Il décida ensuite de se lancer dans son projet le plus ambitieux, la tour de transmission de Wardenclyffe. Construite entre 1901 et 1905, elle est fondée sur l'une des idées les plus révolutionnaires de Tesla. Il souhaitait rendre l'impossible possible en créant un système mondial de communication sans fil. Ce système utiliserait la Terre elle-même comme conducteur, transmettant de la musique, des informations, des rapports boursiers, des communications militaires sécurisées et même des images en fac-similé. Cela te rappelle quelque chose? Oui, cela ressemble à l'Internet que nous utilisons aujourd'hui, mais sans aucun câble. Mais Tesla avait un rêve encore plus grand, transmettre de l'énergie sans fil. Il avait déjà prouvé qu'il était possible d'envoyer des signaux à haute fréquence grâce à son célèbre transformateur. Et par la suite, il fut obsédé par la transmission d'énergie sans fil. Sa vision était non seulement de transformer la façon dont nous communiquons, mais aussi de trouver un moyen de transférer des courants électriques à l'échelle mondiale en puisant dans l'énergie naturelle de la Terre. Tesla pensait qu'il existait une abondance d'énergie libre, tout autour de nous, et qu'elle pouvait être utilisée au profit de l'humanité. En 1899, il mena des expériences secrètes et fut convaincu qu'il était possible de transmettre de l'énergie électrique à travers la haute atmosphère terrestre. C'est ainsi que la tour de Wardenclyffe vit le jour. Elle était censée être la station prototype d'un réseau planétaire qui devait fournir de l'énergie sans fil au monde entier. Malheureusement, Tesla n'avait ni les ressources ni la confiance de ses investisseurs pour mener à bien ce projet. Il rencontra toutes sortes de problèmes financiers. Et en 1917, la tour inachevée fut finalement démolie et tout son matériel vendu afin de rembourser les dettes croissantes de notre génie. Aujourd'hui, elle nous rappelle tristement que les plus grands esprits ne parviennent pas toujours à réaliser leurs rêves. Cependant, le laboratoire de briques rouges est toujours là, le seul laboratoire de Tesla à avoir survécu. Un détail amusant. En 2017, une équipe de tournage a fait une découverte stupéfiante. Ils ont utilisé un géoradar pour explorer la zone autour de Wardenclyffe et ils ont trouvé toute une série de tunnels s'étendant sur des dizaines de mètres au-dessous du site. Personne ne sait exactement à quoi ils servaient, mais on pense qu'ils faisaient partie du grand projet de Tesla. Wardenclyffe est bien sûr un site important pour les fans du grand homme. Qui sait, peut-être quelqu'un parviendra-t-il un jour à percer le mystère de ces tunnels. Mais même si cela n'arrive jamais, l'héritage de Tesla continuera longtemps de nourrir l'imagination des scientifiques du monde entier. Imagine une ville fantôme, des bâtiments abandonnés couverts de graffitis, des carcasses de voitures rouillées, des routes au goudron fissuré. Et maintenant, ajoute à ça une épaisse couche de fumée noire qui sort du sol. Et le sol lui-même est chaud au toucher. Bienvenue à Centralia, en Pennsylvanie. C'était un endroit animé dans les années 1800 et jusque dans les années 1960. Ces riches mines de charbon ont attiré beaucoup de gens pour y travailler et y vivre. Mais en 1962, l'une de ces mines a accidentellement pris feu et un incendie a commencé à se propager sous terre. Le charbon est un combustible à combustion lente. Donc, les citoyens ont continué à vivre paisiblement pendant presque 2 autres décennies, jusqu'à ce que l'incendie commence à ronger la ville par le dessous. L'un des pires accidents a eu lieu lorsqu'un trou béant est apparu de nulle part dans le jardin d'une maison à Centralia. Heureusement, personne n'a été blessé, mais après cela, les gens ont commencé à partir. Au cours des 30 années suivantes, presque tout le monde a déménagé. En 2020, 5 personnes y vivaient encore. Mais à part cette poignée d'irréductibles, Centralia est bel et bien une ville fantôme. Les bâtiments abandonnés qui s'écroulent et les routes fissurées n'en sont qu'une petite partie. L'élément le plus inquiétant de cet endroit est la fumée qui s'échappe du sol par les fissures. L'incendie souterrain fait toujours rage, réchauffant la surface et détruisant lentement les restes de la ville. D'ailleurs, c'est ce qui a inspiré la célèbre ville fictive de Silent Hill.
On estime que le brasier durera encore 250 ans. Et d'ici là, il n'y aura plus que des terrains vagues brûlés dans la région. Si tu as peur des insectes, alors l'endroit suivant est probablement ton pire cauchemar. Les grottes de Gomantong en Malaisie pourraient être l'un des endroits les plus pittoresques du monde, s'il n'y avait pas leurs habitants. Tout d'abord, il y a les chauves-souris. Plus de 2 millions de ces animaux vivent dans les vastes étendues des grottes. Elles sont facilement effrayées, mais ce n'est pas forcément une bonne idée de leur faire peur. Imagine des millions d'horreurs ailées volant vers toi en panique. Deuxièmement, il y a des cafards. Et si le nombre de chauves-souris est plus ou moins déterminé, les cafards qui grouillent sur les sols et les murs des grottes sont impossibles à compter. Ils sont si nombreux que tu ne pourras pas faire un seul pas sans qu'une douzaine de ces bestioles ne rampent le long de tes jambes. Enfin, si tu réussis à ne pas crier à cause des cafards et à ne pas réveiller les hordes de chauves-souris, tu seras peut-être récompensé par d'autres merveilleux habitants des grottes. Il s'agit notamment de serpents, de scorpions et de mille-pattes géants venimeux. Charmant. Malgré tout, les grottes sont ouvertes au public et beaucoup de gens visitent cet endroit. Au milieu de nulle part, dans les terres désolées du désert du Karakoum en Asie centrale, il y a un grand trou dans le sol qui brûle pour toujours. On l'appelle le cratère de gaz de Darvaza, et c'est une véritable fosse, large et profonde, qui brûle depuis plus d'un demi-siècle maintenant. Les habitants l'appellent la porte des enfers, et la vue est effectivement effrayante. Il n'y a aucun moyen d'éteindre les flammes, et les scientifiques pensent que le cratère continuera à brûler pendant des siècles. La fosse est apparue en 1971 lorsqu'un groupe d'ingénieurs a fait des repérages dans la région et pensait être tombé sur un gisement de pétrole. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une poche de gaz naturelle, et lorsque la plateforme de forage a commencé à travailler sur le site, le sol s'est effondré. Les ingénieurs ont eu peur que le gaz toxique ne mette en danger les villes voisines. Alors, ils ont pensé qu'il valait mieux y mettre le feu et le laisser se consumer en quelques semaines. Mais, comme on peut le constater, le brasier est toujours aussi puissant. Le cratère est depuis devenu une attraction touristique populaire. Toutefois, il représente toujours un certain danger. Alors, des efforts sont faits pour éteindre définitivement les portes du monde souterrain. Imagine que tu vois un serpent incroyablement venimeux juste à côté de ton pied. Déjà assez terrifiant, n'est-ce pas? Maintenant, multiplie cette expérience par 2000. Et peu importe où tu essayes de courir, il y a des serpents tout autour de toi. Bienvenue sur l'île aux serpents, dont le nom ne pourrait pas mieux la décrire. L'île est située non loin de la côte du Brésil et abrite des milliers de vipères, Jararaca iloa, ou trigonocéphales insulaires. Il y a environ 11 000 ans, le niveau de la mer a augmenté et a séparé l'île du continent, et beaucoup de ces vipères se sont retrouvées piégées sur l'île. Leurs cousines du continent sont également venimeuses, mais pas autant. La variété insulaire a dû évoluer pour survivre, et elle l'a fait de façon particulière. Comme il n'y a pas beaucoup d'animaux terrestres à chasser pour les vipères, elles se sont adaptées en chassant plutôt les oiseaux. Et pour que leur venin soit efficace, il fallait qu'il soit instantané. Ces vipères dorées ont donc développé un venin qui est 5 fois plus puissant que la variété ordinaire. Cela leur a permis de prospérer et il y a maintenant 1 à 5 vipères par mètre carré sur l'île. L'île est considérée comme si dangereuse que le Brésil en a interdit tous les visiteurs, au cas où quelqu'un serait assez fou pour s'y rendre. Perdu dans les bois la nuit, tu tombes soudain sur une silhouette humaine. Soulagé, tu touches son épaule pour demander ton chemin. Mais elle est dure comme de la pierre et couverte de mousse. Puis, tu regardes le visage de la personne et ta bouche s'entr'ouvre d'horreur. Cette chose est tout sauf humaine. Un conseil judicieux serait de ne pas te promener dans le sud-est de la Finlande la nuit si tu ne veux pas vivre une expérience cauchemardesque. C'est là qu'un sculpteur finlandais renommé a créé un sinistre jardin de sculptures derrière sa propre maison. La collection principale consiste en 200 figures humaines dans diverses poses de yoga. Mais en te promenant, tu peux tomber sur des œuvres d'apparence plus sinistres. Par exemple, une figure cagoulée avec les bras tendus en avant et des trous noirs profonds à la place des yeux. Pour ajouter à cet aspect effrayant, de vraies dents humaines se trouvent dans la bouche de certaines statues. Le sculpteur est un ermite qui ne voulait pas quitter sa maison. Et quand on lui a demandé de prêter certaines de ses sculptures à des musées, il a répondu qu'il devait leur demander la permission d'abord. Il semble qu'elles aient refusé. Ces statues sinistres sont déjà assez effrayantes. Mais que dire de leurs copines, les poupées ? Si tu te trouves un jour au Japon et que tu veux avoir la chair de poule, ne manque pas de visiter Nagoro. C'est un tout petit village situé dans le sud du pays. En passant devant ses maisons et ses cours, tu verras des villageois assis sur leur porche ou s'occupant de leur jardin. Rien de spécial. Jusqu'à ce que tu réalises qu'ils ne bougent pas et qu'ils ne le feront jamais.
parce que ce sont des poupées grandeur nature. L'une des résidentes locales est retournée dans sa ville natale en 2002 et a entrepris de fabriquer des épouvantails empaillés dans les jardins et les champs. Mais cela a évolué d'une activité pratique à une sorte de travail de mémoire. Chaque fois qu'un de ses voisins quittait le village ou mourait, elle fabriquait une poupée grandeur nature à son effigie. Elle les faisait comme elle se souvenait d'eux, donc toutes ces poupées font ce que des personnes normales feraient. Elles sont assises, debout, couchées sur le sol, et il y a même des classes entières de poupées dans l'école locale. Mais le plus étrange dans cette histoire, c'est que la population humaine de Nagoro compte moins de 30 personnes, et que les épouvantails sont plus nombreux que les habitants vivants, à raison de 10 contre 1. Il y a plus de 350 poupées dans le village aujourd'hui. Du souvenir de leur créatrice, il y avait environ 300 personnes vivant à Nagoro quand elle était enfant. Et maintenant, depuis 20 ans, elle leur rend hommage à tous. Environ 3000 visiteurs viennent à Nagoro chaque année, et beaucoup d'entre eux reviennent également les années suivantes. Le village est assez difficile à atteindre, car il est situé sur l'une des îles les moins fréquentées du Japon, et la gare la plus proche est à 1 heure de route. Mais cela n'arrête pas les touristes qui veulent voir de leurs propres yeux ces épouvantails merveilleusement effrayants. On dit que cet endroit regorge d'argent. Il y serait entreposé depuis des siècles, mais personne n'a réussi à l'emporter de cette île. Les chasseurs de trésors sont fascinés par cet endroit depuis 1795. Nombreux sont ceux qui ont tenté leur chance à la recherche de ces richesses, peut-être cachées là des pirates espagnols ou par des templiers. Mais aujourd'hui, on ne peut plus s'y rendre, le lieu ayant été privatisé. Tout ce que l'on peut faire, c'est une excursion autour de l'île. Sinon, il est toujours possible de regarder l'émission de télé-réalité des frères Lagina, Rick et Marty, qui forment une équipe de passionnés à la recherche des trésors de l'île aux Chênes, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Il semblerait qu'il n'existe aucun endroit au monde où les caméras de télévision ne peuvent aller. L'une des découvertes les plus célèbres est celle du puits au trésor. Malgré son nom prometteur, il n'était pas rempli d'argent. Remontons donc d'environ 2 siècles. Le puits au trésor fut découvert par un jeune homme de 16 ans en 1795. Un jour, Daniel McGuinness alla pêcher sur l'île aux Chênes. Il y vit un arbre. Évidemment, il s'agissait d'un chêne. Mais il portait des marques bizarres. Ces marques ne semblaient pas naturelles. Daniel décida donc de faire un tour dans la zone. Il aperçut alors un trou dans le sol et commença à creuser. 2 de ses amis l'aidèrent. Mais au lieu d'un trésor, les garçons ne trouvèrent que des plateformes de bois placées sous terre à intervalles réguliers. Ça ressemblait à une cachette pour de l'argent ou des bijoux, mais ils ne découvrirent rien de précieux. Cependant, il y avait quelque chose d'étrange au fond de ce puits. Quelqu'un y trouva une pierre de granit sur laquelle était gravée une inscription. Nombreux sont ceux qui ont tenté de la déchiffrer, mais la plupart ont échoué. Il en existe cependant une traduction. 40 pieds sous terre, 2 millions de livres sont enterrés. Oui, McGuinness et ses amis auraient dû creuser davantage. L'autre élément amusant du puits au trésor est la fibre de noix de coco qui s'y trouve. On dit que de grandes quantités de cette fibre ont été découvertes à une profondeur de 18 mètres. Cela ne te surprendra peut-être pas, mais je dois te rappeler une chose. L'île aux Chênes se trouve en Nouvelle-Écosse, au Canada. Les cocotiers n'y poussent pas. Les plus proches se trouvent à environ 2500 km de la Nouvelle-Écosse. Quelqu'un aura donc apporté cette fibre à dessein. Des chercheurs ont émis l'idée que la fibre de noix de coco aurait pu être utilisée pour fabriquer des cordes et descendre les trésors dans le puits. Ensuite, voici 2 étranges mystères. À la fin des années 1800, la Oak Island Treasure Company inspecta et fouilla l'île de fond en comble. Tout le monde pensait que quelque chose d'énorme y était caché. Les hommes réussirent à creuser à 46 mètres sous terre, ce qui équivaut à 15 panneaux stop les uns sur les autres. Comme tu t'en doutes, ils ne trouvèrent pas les tonnes d'or et de diamants qu'ils espéraient. Mais ils découvrirent un manuscrit. Selon une théorie, il s'agirait d'un des manuscrits perdus de Shakespeare. Certains scientifiques pensent qu'il a été caché là par l'écrivain et savant Francis Bacon, peut-être le véritable auteur des œuvres de Shakespeare. Oui, une rumeur veut que ce soit Francis et non William qui ait écrit toutes ces pièces et ces sonnets. Mais cela n'a jamais été prouvé. Le puits au trésor est peut-être le puits le plus célèbre de l'île aux Chênes. Mais ce n'est ni le seul, ni le premier. Avant sa découverte, les chasseurs de trésors avaient foré la terre dans la baie de Smith. Lors de la construction d'un barrage, ils trouvèrent une structure de bois.
Elle avait la forme d'un U et portait des chiffres romains. Après analyse, les spécialistes affirmèrent qu'elle datait de 1769. Le puits au trésor fut découvert 26 ans plus tard. Ce fait a donné lieu à de nombreuses spéculations selon lesquelles cette structure aurait pu faire partie du puits au trésor que tout le monde recherchait. Maintenant, regarde cette pièce des Templiers. Ce n'était pas la première découverte sur l'île, mais elle fut cruciale. Même si cela ne semble pas très important aujourd'hui, à l'époque médiévale, ces pièces permettaient d'amasser une quantité incroyable de richesses. Elles étaient généralement stockées dans les forteresses européennes. Pour les chasseurs de trésors, cette pièce était extrêmement significative. La logique est simple. S'il y a une pièce de ce type, il doit y en avoir d'autres. Et ils avaient une raison, cette découverte ne fut pas unique. On trouva un carreau d'arbalète sur la rive sud-ouest de l'île. Les experts estiment qu'il date du XIIIe siècle. Mais là encore, ce n'est pas ce que cherchaient les chasseurs de trésors. On découvrit d'autres pièces sur l'île. Rick et Marty Lagina sont tombés sur celle-ci dans un marécage. Elle est en cuivre et provient cette fois d'Espagne. Au départ, ils ne purent déchiffrer que le chiffre 8 sur sa surface. Mais plus tard, des experts se penchèrent dessus et affirmèrent qu'elle avait été fabriquée aux alentours du XVIIe siècle. Ils réussirent à bien la nettoyer et virent la date de 1652 gravée dessus. Selon une théorie, des explorateurs espagnols auraient trouvé un trésor mais l'auraient caché au lieu de l'apporter au roi. Il est donc possible que cette pièce soit tombée d'un coffre rempli de pièces et de bijoux et qu'elle fasse partie du trésor que tout le monde recherche. Ou peut-être que quelqu'un l'aura accidentellement perdu en cherchant le vrai trésor. Qui sait? Gary Drayton est un autre chasseur de trésors célèbre. Gary et son équipe, accompagnés de Rick Lagina, ont découvert 2 pièces de monnaie sur l'île. Il s'agit de pièces Britannia du roi Charles II datant du XVIIe siècle. L'une d'entre elles porte une inscription très nette, indiquant qu'elle a été frappée en 1771. Un autre trésor des marais, probablement d'origine espagnole, fut encore découvert. Il s'agit cette fois d'une bague en argent. Un spécialiste l'a étudiée de près et a affirmé qu'elle a été réparée 2 fois. L'anneau a été agrandi 1 fois et raccourci 1 autre fois. Il est orné d'un motif floral, très populaire dans l'Europe des années 1730. Parmi les autres objets mystérieux découverts par Rick et Marty, il y a un bouton d'argent. Il est assez ancien. Il remonterait au milieu du XVIIIe siècle, avant la découverte du puits au trésor. Cette découverte n'a donc pas été jugée très importante. Le bouton a pu simplement appartenir à un fermier qui élevait du bétail sur l'île. Il n'existe aucune preuve officielle qu'on ait jamais trouvé un coffre rempli de pierres précieuses et de pièces de monnaie sur l'île aux chênes. Mais quelques passionnés y ont trouvé des bijoux. Tout d'abord, ils ont trouvé une broche sertie d'une magnifique pierre rouge. Ils pensaient à tort qu'il s'agissait d'un rubis. Mais un expert a déclaré qu'il s'agissait d'un grenat. La broche est en argent et est plutôt ancienne. Les spécialistes pensent qu'elle a pu être fabriquée vers le XVIe ou XVIIe siècle. On a découvert une autre broche, sans pierres précieuses, mais ornée d'un motif complexe, le dessin d'une feuille et d'une corde. La feuille possède 13 pointes, ce qui a immédiatement éveillé la curiosité des chasseurs de trésors. Tout d'abord, un arbre à 13 branches est gravé sur un rocher de la côte nord de l'île. De plus, de nombreuses personnes pensent que le chiffre 13 était important pour les Templiers. Nos passionnés ont également trouvé une broche non loin de l'endroit où vivait Daniel McGuinness, celui qui a trouvé le puits au trésor. La broche a été montrée à un expert, Charles Lewton Brain. Il leur a affirmé que ce bijou n'était pas serti de pierres précieuses. En fait, la pierre qui semblait être précieuse n'était qu'un morceau de verre. Il s'agit d'un verre riche en plomb, du cristal. Après analyse, on s'aperçut que la broche était partiellement en or. Les spécialistes affirment qu'elle date du XIVe siècle. Alors, s'agit-il du trésor que tout le monde recherchait ? Es-tu un nageur aguerri suffisamment courageux pour piquer un plongeon dans n'importe quel océan ou n'importe quelle mer ? Mauvaise nouvelle, il y a des endroits que tu ferais mieux d'éviter, même si tu sais parfaitement nager ou plonger. Certains de ces endroits présentent des récifs sous-marins dangereux, des marées et des courants puissants.
D'autres sont célèbres pour les légendes concernant leurs monstres et leurs créatures mystérieuses qu'ils abritent. Alors plongeons dans ce panorama des horreurs aquatiques. As-tu déjà entendu le terme « stride » ? C'est une variante du mot « stride » qui est employé dans le Yorkshire et qui fait référence à une section étroite de la rivière Wharfe, qui est si petite que tu pourrais probablement l'enjamber. Mais ne te laisse pas duper par sa taille, c'est l'un des endroits les plus dangereux des environs et le simple fait de faire un pas dans l'eau peut avoir des conséquences désastreuses. La Wharfe a un courant puissant et comme le stride est si étroit, il est d'autant plus fort dans cette zone. Le débit intense de l'eau a érodé le calcaire alentour, ce qui a créé des espaces creux beaucoup plus profonds que le reste du lit de la rivière. Et voici le secret, le courant a également affaibli les berges du stride par en dessous. Ainsi, le sol sur lequel tu te tiens, à contempler cet écoulement rapide, n'est probablement qu'un fragile rebord suspendu au-dessus d'eau traîtresse. Il n'existe aucune trace de quelqu'un qui se soit retrouvé dans les eaux du stride et qui ait réussi à en réchapper. Et le pire, tu ne te douterais jamais que ce ruisseau, à l'apparence innocente, puisse représenter un tel danger. On te conseille donc de t'en tenir à un plan d'eau plus sûr pour tes escapades aquatiques. Si tu cherches à t'évader le temps d'un week-end en Californie, Horseshoe Lake est l'endroit qu'il te faut. Il a tout pour lui. Des plages de sable, des sentiers de randonnée et des aires de pique-nique. Mais attends, il y a autre chose au-delà des apparences. Ce lac possède une face sombre, à savoir environ 40 hectares d'arbres morts qui l'entourent. Et il n'y a pas que les arbres qui aient été victimes de ce lac. Les tremblements de terre qui ont eu lieu entre 1989 et 1990 ont libéré du dioxyde de carbone prisonnier du magma en fusion. Ce gaz s'est infiltré dans l'air, entravant toute forme de vie autour du lac. Aujourd'hui encore, Horseshoe Lake est tout aussi dangereux qu'il y a 30 ans. Ce qui le rend si effrayant, c'est que les niveaux de ce gaz toxique changent de façon imprévisible. Les panneaux d'avertissement qui sont jonchés partout pourraient certainement donner une touche d'épouvante à cette amusante randonnée sylvestre. À Kauai, dans l'archipel d'Hawaï, se trouve un groupe de chutes d'eau époustouflantes, qui était autrefois une destination populaire chez les touristes. Les chutes de Kipu, comme on les appelle, étaient autrefois un lieu privilégié pour la baignade et la plongée. Pour y accéder, il fallait effectuer une longue marche le long d'un chemin de terre, pour accéder enfin à une vue imprenable donnant sur une chute d'eau de 6 mètres de haut et qui se déversait dans un bassin d'eau cristalline en contrebas. Mais depuis 2011, cette zone est interdite au public. Pourquoi ? Eh bien, beaucoup d'accidents se sont produits aux chutes de Kipu. Bien entendu, sauter du haut de la cascade en serait la cause la plus évidente. Mais il existe des cas beaucoup plus mystérieux. Des témoins racontent que des nageurs profitaient paisiblement de l'eau en bas des chutes, avant d'être soudainement aspirés sous la surface. Aucune explication précise n'a jamais été trouvée à ces accidents. Les locaux pensent que c'est l'esprit aquatique Mo'o qui serait à blâmer, car il n'apprécie guère d'être troublé par des touristes bruyants. Il existe aussi une théorie au sujet d'un puissant tourbillon venant du fond du bassin. Quoi qu'il en soit, les guides touristiques ne mentionnent plus les chutes de Kipu, et les intrusions y sont sévèrement réprimandées. Le trou de Samaesan, situé dans le golfe de Thaïlande, semble être l'endroit idéal pour les plongeurs en quête de sensations fortes, mais c'est aussi le plus dangereux. Avec un abîme de 85 mètres, c'est le site de plongée le plus profond de la région. Mais sa profondeur n'est pas la seule raison pour laquelle il est considéré comme un lieu à éviter. Il s'agit d'un carrefour de navigation important pour les pétroliers géants, et les puissants courants autour du trou rendent la plongée encore plus traîtresse. Et comme si cela ne suffisait pas, le trou de Samaesan abrite également des barracudas féroces, qui pourraient facilement s'en prendre à des plongeurs sans méfiance. L'eau y est si trouble que la visibilité est quasi nulle, ce qui rend difficile de repérer ces créatures marines agressives. En résumé, le trou de Samaesan est un endroit à couper le souffle, mais extrêmement dangereux et qui ne devrait être exploré que par des plongeurs d'expérience aux nerfs d'acier. Laisse-nous donc te parler de New Smyrna Beach, la capitale mondiale des attaques de requins. Si tu recherchais un lieu de vacances relaxant dans le comté de Volusa en Floride, tu devrais peut-être y réfléchir à deux fois. Les eaux autour de New Smyrna Beach regorgent de poissons, ce qui attire énormément de squales. En fait, il y a eu tellement d'attaques de requins signalées dans cette région qu'elle a amplement mérité son titre de capitale des attaques de requins. Les chercheurs eux-mêmes ont prévenu que quiconque irait se baigner là-bas se retrouverait certainement en contact étroit avec au moins l'un d'entre eux. On parle d'une distance de 3 mètres tout au plus, et dans de nombreux cas, tu ne t'en rendrais même pas compte.
Pour ne rien arranger, le requin bulldog, l'un des types de requins les plus dangereux et les plus agressifs, a été repéré dans ces eaux. Kauai figure une fois de plus sur notre liste. Une plage de la côte de Napali, appelée Anakapiai Beach, peut ressembler au paradis sur Terre à bien des égards, mais ne t'y trompe pas. Pour y accéder, tu devras arpenter un sentier rocheux extrêmement raide sur plus de 3 km. Il n'y a pas de sauveteur sur cette plage isolée. Donc si tu décidais de faire un plongeon dans l'eau, tu serais livré à toi-même. La plus grande menace pour ta sécurité, ce sont les courants d'arrachement incroyablement forts. Ils sont presque toujours présents, car il n'y a pas de récif qui protège ce rivage. Et si quelqu'un se retrouve pris dans l'un de ces courants, il n'y a pas d'endroit sûr où nager à des kilomètres à la ronde. La plage plus proche se trouve à 10 km. Crois-nous sur parole, Anakapiai Beach est loin d'être la plus sécurisée. Il est donc fortement conseillé de rester hors de l'eau si tu te rends un jour sur cette plage. Laisse-nous maintenant te parler d'un endroit qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Il s'agit de Berkeley Pit, un lac artificiel situé à Butte, dans le Montana. La première chose que tu remarqueras à propos de cet endroit, c'est son inquiétante couleur rouge sang, qui tend à mettre mal à l'aise. Tu serais peut-être tenté d'y faire trempette, mais ce serait une grave erreur. N'y touche même pas. Cette eau est incroyablement dangereuse en raison des métaux lourds qui y sont présents, comme le cadmium, l'arsenic, le zinc, le plomb et le cuivre. Ils proviennent des roches qui entourent le lac et rendent ces eaux extrêmement acides. D'ailleurs, cet endroit était autrefois une mine de cuivre à ciel ouvert, ce qui explique sa couleur. Alors si tu veux notre conseil, évite cet endroit, comme la peste. Il y a 3 lacs en Afrique qui sont peut-être les endroits les plus dangereux de tous ceux que nous avons mentionnés jusqu'à présent. Les lacs Monoun et Nios au Cameroun et le lac Kivu au Rwanda sont comme des bombes à retardement prêtes à exploser. Ils se sont formés au-dessus de gisements souterrains de roches en fusion. Et parfois, ces roches libèrent des gaz toxiques, tels que le méthane et le dioxyde de carbone directement dans l'eau. Lorsque cela se produit, ces gaz peuvent s'accumuler jusqu'à jaillir soudainement de l'eau, créant de puissantes vagues capables d'anéantir tout ce qui se trouve sur leur passage. Ce type d'éruption est connu sous le nom d'éruption limnique, et elle est susceptible de libérer un nuage de gaz toxique qui peut être nocif pour tout ce qui se trouve à proximité. Le plus terrifiant, ces explosions peuvent se produire à tout moment, et sans aucun signe précurseur. Donc si tu te trouves un jour près de l'un de ces lacs, tu ferais mieux d'être aux aguets, car on ne sait jamais quand la prochaine peut se produire. Peut-être connais-tu d'autres endroits que tu ne recommanderais sûrement pas pour une baignade relaxante? N'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. Je vais te présenter un endroit où les lois de la physique prennent des vacances. Bienvenue au Mystery Spot, où tu pourras assister à toutes sortes de choses invraisemblables qui te laisseront bouche bée. Ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas de sorcellerie. Il s'agit simplement d'illusions d'optique astucieuses qui perturbent ton cerveau et te font douter de la réalité. À l'époque de la Grande Dépression, les gens avaient besoin de distractions amusantes. C'est ainsi que l'industrie du divertissement a eu l'idée de créer les Mystery Spots. L'un des plus célèbres se trouve près de Santa Cruz, en Californie. Et déjà ce nom est intriguant, n'est-ce pas? Une fois à l'intérieur, tu verras des gens debout sur un sol incliné ou à des angles impossibles sur une surface plane. Tu verras une balle remonter une rampe en défiant la gravité et la logique. On se croirait dans une fête foraine, mais sans tous ces clowns effrayants. L'endroit est connu pour ses démonstrations qui, sur le chemin pentu qui mène au bâtiment, et à l'intérieur même de celui-ci, semblent passer outre les lois de la gravité et de la physique. La hauteur et l'orientation des objets te paraîtront erronées. Parmi les illusions, tu verras des balles rouler vers le haut et des personnes se pencher plus bas que ce qui est normalement possible sans tomber. Les psychologues de Berkeley affirment que toutes ces perceptions erronées proviennent du simple fait que la maison est inclinée à un angle de 20 degrés. Notre prochaine étape se situe également aux États-Unis, mais cette fois au barrage Hoover dans le Nevada. Ici aussi, la gravité semble se jouer de nous. Si tu t'y rends un jour, fais l'expérience suivante. Verse l'eau d'une bouteille sur le barrage. Tu verras qu'au lieu de descendre, l'eau se mettra à couler vers le haut. La raison en est un courant ascendant très puissant créé par la structure du barrage. En d'autres termes, l'eau est emportée vers le haut par le vent. Cette bizarrerie n'est pas propre au barrage. Il existe une cascade inversée dans les îles Féroé. Ce phénomène météorologique naturel est connu sous le nom de chute d'eau inversée.
Imagine un gigantesque tourbillon d'embrun remontant le long d'une falaise rocheuse et abrupte de 470 mètres de haut. Comment ce phénomène fou se produit-il? Tout simplement grâce à une colonne d'air en spirale qui tourne à proximité des falaises en créant un effet de mini-tornade. Lorsque le vent atteint le bord de la falaise, il augmente en force et entraîne l'eau côtière, qui éclabousse alors la falaise et crée un immense entonnoir d'eau et de vent. Apparemment, ces chutes d'eau inversées existent dans différents endroits, près des falaises de Moher en Irlande, dans les montagnes d'Islande, et même sur le site des chutes de Waipuya à Hawaï. C'est dire si Dame Nature sait faire preuve d'habileté. Ah, la colline magnétique du Ladakh, en Inde. La destination ultime pour un road trip hallucinant. Ici, tu pourras voir des objets et des voitures remonter une colline comme s'ils étaient pris dans une espèce de vortex magnétique. Il s'agit d'une illusion d'optique due aux pentes et à la configuration générale du paysage. La route semble monter, mais en réalité elle descend, et joue un tour à ton cerveau comme un malicieux magicien. Il se peut aussi que tu vois ta voiture se déplacer toute seule au point mort. Non, elle n'est pas hantée. Il ne s'agit que de physique élémentaire. Même lorsque le moteur est éteint, les roues peuvent encore tourner grâce à l'élan et à la pente de la route. Le mont Aragat est assez similaire à la colline magnétique du Ladakh. Lui aussi attire les amateurs de sensations fortes et les passionnés de voitures. Il se trouve à la frontière entre la Turquie et l'Arménie, et il a la réputation de permettre aux voitures de défier la gravité. Des gens du monde entier visitent cette montagne pour assister au spectacle incroyable d'une voiture garée sur la pente qui semble rouler toute seule vers le haut, sans qu'aucun conducteur ne soit derrière le volant. Une rivière voisine coule également en amont. Les personnes qui ont visité ce site affirment qu'il est plus facile d'y monter que d'en redescendre. Notre 6e étape est le rocher d'or de Birmanie. Ce rocher semble sur le point de dévaler la colline à tout moment, mais il ne bouge pas. Il est là depuis plus de 2500 ans. Il s'agit de la pièce maîtresse d'une pagode étonnante qui s'élève à 16 mètres au-dessus du sol. Selon la légende, le rocher serait maintenu en place par une mèche de cheveux de Bouddha. Pas étonnant que cet endroit soit l'un des plus importants sites de pèlerinage bouddhiste de Birmanie. Le rocher aurait été choisi par un roi céleste qui était impressionné par l'incroyable ascèse d'un moine bouddhiste. Il a donc utilisé ses pouvoirs surnaturels pour placer soigneusement ce gros caillou à son emplacement actuel. Et il ressemble un peu à la tête d'un moine. Comme si cela ne suffisait pas, on dit que seule une femme peut déplacer le rocher. Du coup, les femmes ne sont pas autorisées à le toucher. Si l'aventure te tente, va voir ce magnifique rocher et cette pagode, et tu auras l'impression de vivre un rêve éveillé. Retour aux États-Unis. Oregon Vortex se trouve à Sardine Creek, dans l'Oregon. Cette attraction touristique existe depuis 1930. Esseuse propriétaire affirme que le site est le lieu d'une activité paranormale, mais il est évident qu'il s'agit en fait d'astucieuses illusions d'optique. La légende raconte qu'avant même la construction de l'attraction, les Amérindiens de la région avaient prévenu que ces terres étaient interdites. Même les chevaux refusèrent de s'y rendre. En 1904, des chercheurs d'or y établirent un laboratoire, mais leur bâtiment finit par glisser à un angle bizarre. Imagine un peu, tu es dans un endroit confortable, loin de la pollution lumineuse de la ville, et tu admires les milliards d'étoiles qui illuminent la voûte céleste au-dessus de ta tête. Mais si tu as la chance de te trouver à Marfa, au Texas, tu auras droit à un petit quelque chose en plus. De mystérieux globes de lumière, brillants comme des diamants, viennent se joindre au spectacle, et ce depuis plus de 100 ans. Mais de quoi s'agit-il? On les appelle les lumières de Marfa. Plusieurs théories ont été avancées. Certains pensent qu'il s'agit simplement des phares des voitures roulant sur une autoroute voisine, mais ce n'est pas très intéressant. D'autres pensent que ces globes sont des créatures qui essaient de transmettre un message aux simples mortels que nous sommes. Imagine-toi au bord d'un lac magnifique où tu peux admirer la vue pittoresque d'un volcan majestueux. Soudain, tu entends un grand boom et tu vois des flammes s'élever comme un feu d'artifice. Mais ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas d'une éruption. C'est simplement le kawaii-gène qui, dira-t-on, s'exprime. Ce spectacle est dû à un phénomène naturel dans lequel des gaz sulfuriques traversent les roches et prennent feu au contact de l'air extérieur. Le résultat? Des flammes qui s'élèvent jusqu'à 5 mètres de haut et bleues comme les néons les plus cools du monde. Et comme si cela ne suffisait pas, le soufre liquide qui coule sur les flancs de la montagne ressemble à une rivière de lave bleue électrique. C'est un spectacle à la fois terrifiant et époustouflant que tu ne seras pas prêt d'oublier. En parlant de choses inoubliables, le dôme de Risha en Mauritanie est une énigme pour les astronautes depuis le début du programme spatial de la NASA.
Cette structure circulaire de la croûte terrestre est le résultat d'un phénomène volcanique géant totalement effondré à la suite d'une longue érosion différentielle. En allant du centre de la structure vers l'extérieur, on remonte le temps, les couches rocheuses les plus anciennes se trouvant au centre. Ce phénomène géologique est constitué de roches sédimentaires et ignées et mesure 45 km de diamètre. Depuis l'espace, on peut voir plusieurs failles où les couches de roches se sont déplacées et séparées. Le dôme de Risha se trouve au cœur du désert du Sahara. Et voilà, c'était notre top 10. Souhaiterais-tu ajouter quelque chose à cette liste ? À 32 km au sud d'Olympia, dans l'État de Washington, se trouvent d'étranges monticules herbeux de 2,50 m de haut et 9 mètres de large. Ils couvrent une superficie de près de 2,5 km². Ces petites collines sont connues sous le nom de monticules de Mima, et personne ne sait ce qui les a créées. Ils hantent les rêves des géologues depuis près de 200 ans. Les scientifiques débattent sur la cause exacte de l'apparition de ces monticules. Parmi les suspects principaux, on compte les tremblements de terre, les glaciers, les cheminées de gaz, le gonflement de l'argile et même les termites. En 1942, les géologues ont supposé que des rats à poche auraient pu créer ces monticules. En 1987, la théorie a été testée. De petits morceaux de métal ont été poussés dans les monticules et surveillés à l'aide de détecteurs de métaux. Lorsque les rongeurs ont creusé leur terrier, les morceaux de métal ont été poussés vers le haut. Un programme informatique a analysé ces résultats et il s'est avéré que de nombreuses générations de rats auraient effectivement pu former les monticules. Il leur aurait fallu des centaines d'années, mais la raison pour laquelle ils auraient poussé la Terre vers le haut, alors qu'il faut beaucoup moins d'énergie pour la déplacer derrière eux, n'est pas claire. Jusqu'à présent, l'implication des rongeurs n'est encore qu'une théorie. Les scientifiques avaient l'habitude de considérer la forêt amazonienne comme un grand écosystème rempli d'arbres depuis des millions d'années. Pourtant, lorsque les anneaux de l'Amazonie de 5 mètres de large ont été découverts, cela a bouleversé toutes les théories. Ces anneaux ont prouvé que la région était très différente avant que les forêts ne commencent à y pousser. Elle ressemblait à une savane moderne. Les scientifiques ont prélevé des échantillons de sol près des lacs, et les résultats ont montré que ce sol ne provenait pas d'une forêt tropicale, mais de terres arides. Cela pourrait signifier que les personnes qui vivaient ici avaient, selon toute vraisemblance, un environnement complètement différent de ce que les scientifiques pensaient encore. Les géologues étudient toujours les anneaux et essaient de comprendre à quoi ils ont servi. Connue sous le nom d'œil du Sahara, la structure de Risha est un objet en forme d'anneau de 48 km de large situé au milieu du désert. On a d'abord pensé que Risha était un site d'impact de météorites, mais désormais, les scientifiques pensent qu'il a été créé par l'érosion d'une colline ou d'une montagne. Elle s'est érodée avec le temps, mais a laissé derrière elle des couches d'anneaux rocheux qui étaient autrefois une montagne. L'œil est si proéminent que les astronautes peuvent le voir depuis la Station spatiale internationale. L'Antarctique est l'endroit le plus froid, le plus sec et le plus venteux de la Terre. Mais la chose la plus étrange à son sujet pourrait se trouver profondément enfouie sous la glace. Jusqu'à il y a environ 60 ans, l'Antarctique était considérée comme une terre plate. Tout a changé en 1958, lorsque la chaîne de montagnes Gomburtsev a été découverte. Elle se cachait sous 3 km de glace, et ses pics mesuraient plus de 3000 mètres de haut, et toute la chaîne s'étendait sur 1200 km. Cela représente un tiers de la hauteur du mont Everest et environ la moitié de la longueur de l'Himalaya. Personne n'a jamais posé les yeux sur les montagnes Gomburtsev. La glace cache des vallées profondes et des pentes abruptes qui pourraient montrer à quoi ressemblait la Terre il y a des millions d'années. En Antarctique orientale, le lac Vostok a été découvert en 2012 lors d'un forage. Les scientifiques ont trouvé un lac d'eau douce intact et non gelé sous plus de 3 km de glace. Les chercheurs pensent que des micro-organismes non découverts et des processus géochimiques uniques pourraient exister dans le lac. Après tout, il n'a pas vu la lumière du soleil ni été exposé à l'atmosphère de la Terre depuis plus de 15 millions d'années. Mais le forage dans le lac risque de ruiner l'écosystème qui se trouve en dessous et de contaminer l'un des derniers endroits intacts de la planète. Il y a une anomalie de 106 mètres dans l'océan Indien, connue sous le nom de dépression géoïde de l'océan Indien, IOGL en anglais. Elle produit la plus grande force gravitationnelle naturelle déformante au monde. Les dépôts de minéraux lourds, les nombreuses failles en eau profonde et les réservoirs de magma perturbent le champ magnétique dans cette zone. La gravité de la Terre change dans différents endroits de la planète. Cela permet aux chercheurs de chercher des modèles et de comprendre ce qui se passe sous la surface.
Des champs de gravité plus élevés signifient généralement des matériaux plus denses en dessous et vice-versa. Certains scientifiques pensent que l'anomalie pourrait être une bosse dans le manteau de la planète qui remonte jusqu'à sa croûte. La grotte des cristaux se trouve dans l'état mexicain de Chihuahua. Ces cavernes sont remplies d'étonnants cristaux de gypse qui sillonnent toute la zone souterraine. Les grottes ont été découvertes en 2000 lorsque des ouvriers drainaient l'eau d'une mine de zinc. C'est alors qu'ils sont tombés sur ces structures étincelantes. Les cristaux étaient si purs et si grands, environ 10 mètres de long, et avaient des bords si tranchants que les géologues ne pouvaient pas les dater en utilisant les méthodes conventionnelles. Heureusement, les chercheurs ont découvert des échantillons de bactéries vieilles de 50 000 ans dans l'une de ces structures complexes. Il était extrêmement difficile de travailler dans les grottes, les températures y atteignaient 58 degrés Celsius et l'humidité était extrêmement élevée. Les scientifiques avaient besoin d'un équipement de refroidissement spécial pour descendre dans la grotte, même s'ils ne faisaient que de courts voyages. Malheureusement, l'entreprise propriétaire de la mine a choisi d'inonder à nouveau le réseau de grottes, empêchant toute étude supplémentaire. À environ 720 km de Bangkok, dans le nord-est de la Thaïlande, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Ces rochers ressemblent à 3 baleines qui nagent ensemble. Ce magnifique motif créé par la nature a été baptisé « Rocher des 3 baleines ». Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert, mais la Terre a changé. Petit à petit, le grès a été écarté par les mouvements des plaques tectoniques et l'érosion. C'est ainsi que ces formations spectaculaires ont été créées. Si tu décides d'explorer le système de sentiers autour du rocher des 3 baleines, tu y trouveras des chutes d'eau et une faune et une flore abondantes. Les locaux surnomment le cratère de Patomsky, situé en Sibérie, le nid de l'aigle de feu. C'est un gigantesque monticule calcaire de 150 mètres de large et 40 mètres de haut. Rien ne pousse à proximité ou sur son sommet, et les animaux font de leur mieux pour éviter cet endroit. Découvert pour la première fois par des géologues en 1949, on pense que le cratère a environ 500 ans. La théorie la plus probable de son origine est une explosion de vapeur. Elle aurait pu se produire pendant une période d'expansion rapide du gaz dans la région. Les scientifiques pensent que le nid de l'aigle de feu pourrait être un volcan à gaz très rare. De gigantesques stocks de gaz pourraient avoir été piégés dans les profondeurs de la Terre. Cela aurait pu se produire à cause du calcaire qui se forme autour de ces stockages et qui crée une immense pression. Une libération soudaine du gaz stocké aurait pu former ce trou gargantuesque dans la forêt environnante. Le lac Illier en Australie occidentale ne mesure que 610 mètres de long, mais sa couleur déconcerte les géologues depuis longtemps. Contrairement à la plupart des lacs roses du monde, le lac Illier a cette teinte rose toute l'année et elle n'est pas affectée par la lumière du soleil ou par la température. Si tu le regardes depuis le ciel, la couleur vive du lac contraste fortement avec le bleu environnant de la Grande Baie australienne. La véritable raison derrière la couleur unique du lac Illier n'est pas encore totalement comprise. Beaucoup supposent que cela a quelque chose à voir avec les microalgues présentes dans le lac. Ou bien il pourrait s'agir d'une réaction entre le sel et le bicarbonate de sodium présent dans l'eau. Les Chocolate Hills de la province de Bohol, aux Philippines, sont recouvertes d'une végétation verte et luxuriante pendant la majeure partie de l'année. Mais ces plus de 1200 monticules prennent une couleur brun chocolat pendant la saison sèche. C'est ce qui leur a donné leur nom. Étrangement, aucun arbre ou arbuste ne pousse sur elles. Un autre mystère est de savoir comment les monticules ont réussi à se développer de façon si symétrique. Il existe des mythes qui impliquent des géants jetant des rochers les uns sur les autres pendant des jours et des jours lors d'un combat. Les scientifiques pensent que les monticules de 45 mètres de haut ont été créés par l'érosion du calcaire empilé sur de l'argile. Mais à ce jour, le mystère de leur formation n'est toujours pas résolu. La Grande Discordance présente environ 1 milliard d'années de couches rocheuses manquantes. Elle apparaît dans toutes sortes de formations rocheuses dans le monde entier. Les scientifiques ont essayé de trouver les réponses à la question de savoir comment et quand cette énorme quantité de matériaux a pu disparaître. L'une des théories les plus plausibles implique les glaciers. Cela aurait pu se produire pendant la période connue sous le nom de Terre boule de neige. C'est à cette époque que la planète était entièrement recouverte de glace. Puis, les glaciers ont arraché des centaines de milliers de tonnes de roches et de terre. Cela a laissé un gigantesque espace pouvant atteindre 1 km d'épaisseur entre les couches rocheuses voisines. Certains géologues pensent que la couche a disparu lorsque le supercontinent Rodinia s'est formé puis brisé. Situés sur les péninsules de Yamal et de Jidan, ces vastes trous de mines ont été découverts en 2014.
Ils semblent continuer à changer et à évoluer. Les trous s'élargissent et les gens les trouvent plus souvent. Bien sûr, les théories sur la façon dont ils sont apparus ne manquent pas. Les suggestions vont des impacts de météorites à l'activité d'autres civilisations. Mais l'explication la plus courante est que le méthane a réagi avec les particules d'eau après que le permafrost de la planète a commencé à fondre. Cela a entraîné l'éclatement de bulles de méthane à travers la glace. Les cratères pourraient avoir des milliers d'années, mais personne n'en est sûr. Plus de 50 navires et 20 avions ont disparu dans le triangle des Bermudes depuis le milieu du 19e siècle. Cette région ne figure sur aucune carte papier et n'est pas une région officielle de l'Atlantique. Cette énorme zone aquatique est située non loin de la côte sud-est des États-Unis et effraie encore de nombreux marins. Mais tu n'as pas peur et tu veux prouver qu'il n'y a rien de spécial à cet endroit. Tu navigues jusqu'au centre du triangle des Bermudes sur un petit bateau de pêche. Tu éteins le moteur et tu attends. Plusieurs heures passent. Le soleil descend sous l'horizon. La nuit arrive. Tu es sur le point de retourner sur le rivage, mais soudain, tout devient trop calme. Puis, tu entends un clapotis. Tu regardes par-dessus bord et tu vois des centaines de poissons qui nagent vers la surface. Quelque chose de gros les a fait fuir. Quelque chose qui vient tout droit des profondeurs. La seconde suivante, tu remarques de grands yeux brillants et de longs tentacules qui s'étirent vers ton embarcation. Il semble que l'un des plus terribles mythes sur le triangle des Bermudes s'avère vrai. Un énorme calmar qui entraîne les bateaux vers le fond. Les histoires sur ces calmars sont apparues bien avant l'émergence des mythes du triangle des Bermudes. Pendant des siècles, les marins de Norvège et du Groenland ont raconté des histoires sur un monstre marin effrayant, le kraken. Dans ces histoires, le kraken brisait les ponts des navires avec ses tentacules géants et les entraînait au fond. L'approche de cette créature est impossible à prévoir car elle vient vers toi non pas par le côté, mais par le bas. Mais tout cela n'était que des légendes. Ce n'est qu'au 19e siècle que des preuves scientifiques de l'existence de ces monstres sont apparues. Le bec d'un calmar inconnu a été trouvé sur la côte du Danemark. La taille de la trouvaille était de 7,6 cm de diamètre, ce qui correspond à la taille d'une paume humaine. Il est alors devenu évident que le kraken était réel. Et ce n'est qu'une variété de calmars géants. Depuis, plus de 21 espèces de calmars géants ont été décrites. Mais la première vidéo montrant ce monstre a été enregistrée en 2004 dans les eaux de l'Atlantique Nord, non loin du triangle des Bermudes. Les biologistes marins ont utilisé un leurre pour attirer le calmar hors des profondeurs. L'énorme monstre mesurait environ 9 mètres de long, ce qui correspond à la moitié de la longueur d'une voiture de métro. Il est soudainement apparu de l'obscurité de l'océan et a rapidement attaqué le leurre, le serrant avec ses tentacules. Après cela, de nombreuses apparitions de calmars ont été enregistrées en photo et en vidéo. D'énormes calmars se sont échoués sur le rivage ou ont nagé devant des navires. Selon certaines archives, le plus grand monstre jamais trouvé mesurait 18 mètres de long et pesait presque 1 tonne. C'est la taille d'un grand bus. Certains scientifiques pensent que les calmars géants peuvent atteindre 45 mètres de long, ce qui représente presque 2 fois la taille d'un terrain de basket. Mais cette grande taille n'est pas suffisante pour couler un navire. La première chose qui aide les calmars à y parvenir est l'effet de surprise. Les calmars viennent des profondeurs, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être vus depuis le pont. En revanche, le monstre peut voir le bateau de loin. Il a les plus grands yeux du monde, puisqu'un seul de ses yeux a la taille d'un ballon de basket. La vue d'un calmar géant lui permet de voir ses proies dans les sombres profondeurs de la mer, et à une grande distance. La plupart des créatures de la planète ne peuvent pas voir dans de telles conditions. Le calmar remarque ton bateau et te prend pour une proie. Il s'approche rapidement et attaque avec ses tentacules. Le calmar a 8 membres et 2 tentacules supplémentaires plus longs qu'il utilise pour apporter la nourriture à sa bouche en forme de bec. Les autres sont recouverts de dizaines de ventouses pleines de dents pointues. Rien ne peut s'échapper si le calmar l'attrape. Il enroule ses tentacules autour de ton bateau. Avec les dents de chaque bras, il mord le pont. 2 longs tentacules peuvent t'attraper pendant que tu cours en panique. Le calmar peut faire tanguer le bateau d'un côté à l'autre jusqu'à ce que l'une de ses parties s'enfonce dans l'eau. Tu te bats contre 2 tentacules et tu tombes. Les 8 bras du calmar serrent plus fort. Tu peux entendre la coque du bateau se fissurer. Le calmar est grand, mais il ne peut tout de même pas couler un grand objet en métal. Il n'a probablement pas pu couler les énormes navires qui ont disparu dans le triangle des Bermudes. Tu vois le calmar s'éloigner dans les profondeurs. Tu as eu de la chance cette fois-ci, mais tu n'arriverais certainement pas à gérer 2 monstres pareils en même temps. L'existence des calmars géants a été prouvée il y a plus de 150 ans. Mais les gens ne savent toujours rien d'eux.
Le fait est qu'ils font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre. Ils nagent vite et passent la plupart de leur temps à des profondeurs de 400 à 900 mètres. Pour y descendre, les gens ont besoin de sous-marins robustes et d'équipements encombrants qui font beaucoup de bruit. Les calmars les remarquent beaucoup plus tôt et s'éloignent à la nage. Les scientifiques ne savent rien de leur comportement, de leur vie sociale, de leurs habitudes ou de la distance qu'ils parcourent pendant la journée. L'océan n'est exploré qu'à 5%. Il est possible que des millions de calmars géants nagent dans les profondeurs de la mer. Imagine que des centaines de tentacules géants s'étirent vers un groupe de navires naviguant dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles passés, ils pouvaient facilement couler une flotte entière, car les navires étaient en bois et plus légers. Les calmars enveloppaient les ponts avec leurs solides tentacules, faisaient des trous dans les coques des navires avec leurs becs pointus. Les ventouses dentées pouvaient briser les mâts et déchirer les voiles. L'eau remplissait les cales et montait lentement sur le pont. Les navires coulaient en quelques minutes. Les survivants qui avaient la chance d'atteindre le rivage racontaient à tout le monde qu'il y avait d'énormes monstres. C'est ainsi que sont apparues les légendes du Kraken. Heureusement, nous disposons aujourd'hui de sonars et d'équipements spéciaux pour surveiller l'espace maritime. Tu démarres le moteur pour retourner jusqu'au rivage et tu remarques qu'une trentaine de tentacules s'étirent vers toi depuis l'eau. 3 calmars géants pressent le bateau de tous les côtés et le tirent vers le bas. Il semble qu'il n'y ait aucun moyen de s'en sortir. Tu regardes par-dessus bord et tu vois des yeux noirs qui te fixent. À ce moment-là, tu trouves une solution. Les calmars passent toute leur vie dans l'obscurité et ont peur de la lumière. Heureusement, tu as une fusée de détresse. Tu utilises pour faire fuir les monstres. Les calmars replongent dans l'eau, mais apparemment pas pour longtemps. Tu lâches plusieurs autres fusées dans l'océan et tu hurles de peur. La lumière rouge illumine les ténèbres de la mer et tu vois des centaines de tentacules en mouvement. Ils s'éloignent rapidement du feu en nageant à une distance sûre. À plein régime, tu fonces vers le rivage et libères toutes tes fusées de détresse dans l'eau. Tu ne laisses aucune chance aux calmars de s'approcher de toi. Enfin, tu arrives à la terre ferme, convaincu que tu ne reviendras jamais ici. La mauvaise nouvelle est que ces créatures ne nagent pas seulement dans le triangle des Bermudes. On a trouvé des calmars géants dans les océans du monde entier. Certes, il est possible que le calmar géant soit la principale raison de la disparition des navires. Mais cela ne fait pas du triangle des Bermudes un endroit unique. Des bateaux et des cargos disparaissent partout dans l'océan Atlantique. Et le triangle ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. De plus, cette zone est l'une des zones maritimes les plus populaires de l'Atlantique. Et plus les navires naviguent à un endroit, plus il y a statistiquement de navires perdus. De nombreux scientifiques pensent que la raison principale de ces disparitions ici est la fréquence des fortes tempêtes et des ouragans. Les Bermudes sont situées dans une zone de haute pression qui détourne les orages vers le triangle. Les vagues atteignent ici des tailles telles qu'elles peuvent retourner les navires. Le tonnerre et les éclairs fréquents mettent les avions hors d'état de nuire. Le champ magnétique de la Terre est affaibli à l'emplacement du triangle. Ce champ fonctionne comme un bouclier qui repousse les particules solaires. Ici, le rayonnement solaire traverse les couches supérieures de l'atmosphère et peut affecter négativement le fonctionnement de l'électronique. Il existe aussi une théorie qui dit que le triangle des Bermudes est le centre d'une anomalie magnétique. Mais les scientifiques ont fait de nombreuses vérifications de la carte magnétique de cette région et n'ont trouvé aucune anomalie. Et maintenant, nous nous trouvons il y a environ 5000 ans. Laisse-moi t'emmener dans l'Égypte antique, on est en 2550 avant Jésus-Christ. Devine quoi, la construction des grandes pyramides de Gizeh a commencé. Les gens ont appris à construire des cathédrales et des gratte-ciels, mais ce n'est que récemment que ces énormes bâtiments sont apparus. Même les scientifiques modernes ne savent toujours pas comment ces pyramides ont été construites il y a 5000 ans. Il n'est donc pas étonnant qu'elles fassent partie des 7 merveilles du monde antique. D'ailleurs, elles sont aussi les plus anciennes d'entre elles, et la seule merveille du monde antique qui existe encore au XXIe siècle. Il a fallu beaucoup de coopération pour construire une chose aussi massive, même pour les mesures d'aujourd'hui. Mais les pyramides de Gizeh n'étaient pas les premières de l'histoire. La première, appelée la pyramide à degrés, a été construite environ 80 ans avant la première pyramide de Gizeh, en 2630 avant Jésus-Christ, pour le roi Djoser. Elle n'était pas censée être extraordinaire, mais elle a fini par être très impressionnante. Il s'agissait d'une pyramide composée de 6 couches de pierre en escalier. Elle mesurait 62 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 19 étages. Et c'était le plus haut bâtiment qui existe à l'époque. Mais ce n'était pas qu'une simple pyramide. Elle était entourée de tout un ensemble de bâtiments, y compris des cours intérieures.
Dans l'Égypte antique, les gens croyaient à la vie après la mort. Alors tout le monde, surtout les rois, voulait s'assurer qu'ils avaient tout ce dont ils auraient besoin pour s'y préparer. Voici pourquoi le complexe des pyramides était parfaitement fourni avec de nombreux objets que les gens utilisaient au quotidien. Le complexe comprenait une pyramide et une sorte de palais. Ces bâtiments contenaient de nombreuses choses que le roi aimait et dont il pourrait avoir besoin un jour, comme des meubles, de la nourriture et des récipients en or. Après Djoser, la construction de pyramides est devenue une pratique courante, mais de nombreuses pyramides n'étaient pas terminées. Il fallait généralement une vingtaine d'années pour en construire une, mais de nombreux souverains régnaient bien moins longtemps que cela. Et, en tout, il y a plus de 100 pyramides. Les pyramides les plus célèbres sont les grandes pyramides de Gizeh. La première, et la plus grande, a été construite pour le pharaon Khufu vers 2550 avant Jésus-Christ. À l'époque, elle mesurait 147 mètres de haut, ce qui est aussi haut qu'un immeuble de 40 étages. La deuxième pyramide a été construite pour le fils de Khufu, le pharaon Khafré, vers 2520 avant Jésus-Christ. Elle est un peu plus basse et mesurait à l'origine 143 mètres de haut, soit un immeuble de 39 étages. C'est la pyramide où se trouve la célèbre statue du Sphinx. Les Sphinx ont un corps de lion et une tête d'homme. On les construisait pour garder des zones importantes. Celui-ci a la tête du pharaon Khafré et garde sa pyramide faisant face au lever du soleil. Le Sphinx est la statue la plus connue et l'une des plus grandes et des plus anciennes du monde. À l'origine, il était de couleur rouge et avait un nez. Il est encore possible de voir les traces de pigments rouges près de ses oreilles, mais personne ne sait exactement quand son nez a disparu. Pendant un certain temps, le Sphinx a été en quelque sorte caché sous terre. Il était recouvert de sable jusqu'aux épaules. Heureusement, au début des années 1800, un aventurier, accompagné d'une équipe de 160 personnes, l'a déterré. La troisième pyramide de Gizeh est la plus petite. Elle est 2 fois plus basse. À l'origine, elle mesurait 66 mètres de haut, soit environ la hauteur d'un immeuble de 20 étages. Elle a été construite en 2490 avant Jésus-Christ pour le fils de Khafra, Menkaure. Les pyramides ont été conçues pour être alignées avec les points cardinaux, et leurs côtés symbolisent les rayons du soleil. Mais à l'époque, il n'y avait pas de boussole. Les Égyptiens de l'Antiquité calculaient eux-mêmes les directions avec une précision étonnante. Pour aligner les pyramides, ils ont utilisé 2 constellations. À l'origine, les pyramides étaient recouvertes de calcaire blanc lisse et avaient un sommet doré et argenté pour refléter le soleil. Plus tard, d'autres rois ont pris le calcaire blanc des pyramides et l'ont utilisé pour d'autres constructions. Les scientifiques ont estimé que les Égyptiens de cette époque ont utilisé environ 2,3 millions de blocs de pierre pour construire la première pyramide. Chaque bloc pesait plus d'1 tonne, c'est le poids d'un rhinocéros. Certains blocs étaient encore plus gros, étant presque aussi lourds qu'un éléphant. Il y a 4 millénaires et demi, il n'y avait aucun équipement moderne pour aider à la construction. Il n'y avait pas de machines, pas de roues et même pas d'acier. Le seul métal dont ils disposaient était le cuivre. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne savent pas exactement comment les Égyptiens ont réussi à construire les pyramides. Il ne reste aucun document qui pourrait nous éclairer à ce sujet. Certains pensent même que les Égyptiens voulaient garder le secret et qu'ils n'ont pas laissé d'archives à cet effet. Beaucoup croient que ce sont des gens pauvres et des étrangers qui ont construit les pyramides, mais ce n'est pas vrai. En fait, les bâtisseurs étaient des ouvriers très qualifiés et ils étaient bien nourris et bien payés. Les archéologues affirment que les bâtisseurs vivaient dans une ville provisoire à proximité et constituaient une communauté très organisée avec un chef bien déterminé. Les scientifiques affirment qu'environ 20 000 personnes ont travaillé sur chaque complexe de pyramides et qu'il a fallu environ 20 ans pour les construire. Il s'agissait probablement d'un projet national. Les ressources du site de construction étaient importantes et la nourriture et les produits de première nécessité devaient provenir de toutes les régions d'Égypte. Même avec tout ce soutien, on ne sait toujours pas comment les gens ont réussi à tailler, transporter et monter ces énormes pierres. Selon l'une des théories, les pierres ont probablement été transportées sur des bateaux le long du Nil. Ensuite, il y avait une partie plus difficile. Il fallait les déplacer vers le site de construction. Pour cela, ils ont probablement utilisé des traîneaux en bois. Il n'était pas très difficile de les tirer car le sable, mélangé à la bonne quantité d'eau, était assez lisse. Et 10 personnes pouvaient déplacer un traîneau assez facilement, même avec une pierre qui pesait 1 tonne. Enfin, un dernier problème, les pierres devaient être soulevées et mises en place. Les archéologues ont découvert les restes d'un système de rampes qui remonte à l'époque de la construction des pyramides. Il est fort probable que les Égyptiens aient conçu un système unique pour déplacer et tirer d'énormes blocs de pierre. Mais personne ne sait à quoi il ressemblait exactement.
La thèse la plus répandue est qu'il y avait plusieurs rampes autour de la pyramide pour aider à déplacer les blocs. La rampe grandissait au fur et à mesure que la pyramide devenait plus haute. On suppose que les gens montaient les escaliers en tirant la pierre sur un traîneau en bois situé au milieu d'une rampe en sable. Cela, en fait, n'est qu'une des options. Certains disent que les rampes faisaient le tour de la pyramide, d'autres affirment que les rampes étaient à l'intérieur. Mais nous ne serons jamais certains, et cela restera toujours un mystère. D'ailleurs, c'est ce que voulaient les Égyptiens de l'Antiquité. Étonnamment, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur des pyramides. La plupart d'entre elles ne sont que des pierres solides avec très peu d'espace ouvert. Mais jetons un rapide coup d'œil à l'intérieur de la plus grande des pyramides de Gizeh. Depuis l'entrée, il y a 2 escaliers, l'un qui descend et l'autre qui monte. Celui qui descend vous emmène à une chambre située sous terre. C'est là que se trouvent les pharaons, mais pas dans cette pyramide, car Khufu voulait rester plus haut. La chambre souterraine est en partie inachevée. La pièce avec le sarcophage de Khéops est nommée la chambre du roi. On y monte à l'étage, puis on traverse la grande et longue galerie. Sous la chambre du roi, il y a une pièce appelée la chambre de la reine. Cependant, il n'y a pas de reine, et personne ne sait pourquoi la pièce s'appelle ainsi. Malheureusement, aucune de ces pièces n'a de hiéroglyphes sur les murs. Elles sont tout simplement vierges. Si tu veux en voir, tu dois aller dans les autres salles qui sont décorées. Ces œuvres d'art sont des représentations de la culture et de la vie quotidienne de l'Égypte antique. Les textes permettent aux chercheurs d'étudier leur langue et leur grammaire. Malheureusement, les trésors qui se trouvaient autrefois ici dans la pyramide ont été volés depuis longtemps. De cette pièce, il y a de nombreux tunnels dont le but est inconnu. Il y a beaucoup de tunnels et de passages à l'intérieur des pyramides. Il y a beaucoup de chambres, de puits et de chemins secrets. Les scientifiques ont envoyé de petits robots équipés de caméras depuis quelques décennies. Et grâce à eux, ils ont découvert une autre chambre un peu plus haut avec des hiéroglyphes sur les murs. Mais aujourd'hui encore, une grande partie des pyramides demeure inconnue et il n'existe pas de plan de construction des pyramides. Les Égyptiens ont créé un mystère que personne ne peut percer depuis 4500 ans. Les scientifiques ont récemment commencé à passer la pyramide au rayon X, afin d'apprendre ce qu'il y a à l'intérieur sans y pénétrer, ainsi que dans ces tunnels étroits et mystérieux. Des bateaux et des avions qui disparaissent sans laisser de traces. Des passagers qu'on ne revoit jamais. Des rapports sur d'étranges lumières dans le ciel. Non, ce ne sont pas les scènes d'un prochain blockbuster hollywoodien, mais quelques-uns des événements étranges signalés depuis plus d'un siècle dans une zone sinistrement surnommée le cimetière du lac Ontario, également appelé le triangle des Bermudes du Canada ou le vortex de Marisburg. Il s'étend sur une partie du lac Ontario, de Kingston au comté canadien de Prince Edward et jusqu'à Oswego dans l'État américain de New York. Les récits concernant cette zone sont aussi glaçants que l'eau du lac sur laquelle ils ont eu lieu. L'histoire la plus troublante concerne la goélette appelée le Bavaria. C'était en 1889 et le bateau était remorqué sur le lac. Des eaux agitées ont rompu la corde de remorquage et le Bavaria s'est éloigné. Par chance, la goélette a été retrouvée plus tard entièrement intacte. Mais il manquait une chose, l'équipage. Pas une seule personne n'a été retrouvée à bord. Ce qui rend cette histoire encore plus bizarre, c'est que la table du dîner était mise, qu'on a découvert une miche de pain fraîchement cuite et que l'argent et les papiers du capitaine étaient au complet. Il y avait même un canari de compagnie qui gazouillait joyeusement comme si de rien n'était. Qu'est-il arrivé à l'équipage? Nous ne le saurons peut-être jamais. Et ce n'était pas un incident isolé. Un peu plus de 10 ans plus tard, en 1900, 3 navires, l'Animines, le Picton et l'Acacia, traversaient le lac. Seuls 2 d'entre eux parviendraient à leur destination finale. Le second, le Picton, naviguait à toute vitesse devant les autres, lorsqu'il a tout simplement disparu. Selon un cuisinier de l'Animines, nous étions bien avancés sur le lac et nous allions à un bon rythme, quand tout à coup, nous avons vu les huniers du Picton se détacher, puis ses voiles inférieures se sont affalées. Et ensuite, alors que nous étions debout et que nous regardions, le Picton a tout simplement disparu. Il est possible que le navire ait coulé, car des débris ont été vus plus tard dans l'eau. Mais le navire lui-même n'a jamais été retrouvé, et aucun de ses membres d'équipage n'a jamais été localisé. Quelques semaines plus tard, une bouteille avec une note à l'intérieur a été découverte à Sackett Harbor, New York. La note était de la main du capitaine Sidley du Picton, et attachait Vasey avec moi à une corde pour que nous soyons retrouvés ensemble. Vasey était le fils du capitaine, âgé de 12 ans.
La note soulève plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Si les témoins ont dit vrai, la disparition du navire a été assez rapide. Quand le capitaine Sidley a-t-il su qu'il était en danger? Pourquoi n'a-t-il pas appelé à l'aide s'il était prévenu? Quand a-t-il eu le temps d'écrire une note, de la mettre en bouteille et de s'attacher à son fils? Tout cela reste un mystère. Et il n'y a pas que les navires qui ont eu maille à partir avec les forces étranges de la région. Des avions ont aussi lutté pour s'en sortir en un seul morceau. En 1975, Ron Scott s'est envolé de l'aéroport de Picton dans son Cessna 172. Alors qu'il entrait dans le vortex de Marisburg, son appareil s'est incliné sur le côté. Pendant plusieurs secondes, il a été incapable de redresser l'avion, mais une fois qu'il l'a fait, la même force l'a fait basculer de l'autre côté. Encore une fois, il est resté coincé comme ça pendant quelques secondes, incapable de contrôler son aéronef. En pilote chevronné, il n'avait jamais rien connu de tel auparavant. Il a certainement été plus chanceux que le pilote de l'aviation royale canadienne, Barry Allen Newman. Newman se trouvait au même endroit en 1952 lorsqu'il a perdu le contrôle de son jet et s'est écrasé dans le lac. À ce jour, son corps n'a toujours pas été retrouvé. Au total, plus de 270 bateaux et au moins 40 avions ont connu une fin tragique dans la région. Pour ajouter au mystère, les gens signalent parfois une série de lumières ou d'orbes brillants ou encore un vaisseau sombre qui plane dans le ciel. Ces phénomènes sont encore plus difficiles à expliquer. Les témoins qui consentent à les signaler sont catégoriques. Ils sont bien réels. Sid Wells a déclaré qu'il avait observé une forme étrange, comme un diamant à multiples facettes, tourner lentement dans le ciel. Puis, elle a tout simplement disparu. D'autres personnes affirment l'avoir vue aussi. Bien sûr, le vortex de Marisburg n'est qu'un des nombreux endroits dans le monde connus sous le nom de ville vortex, un terme inventé par le biologiste et écrivain Ivan T. Sanderson. Il a découvert 12 autres zones équidistantes à la surface de la Terre où de drôles de choses se produisent. La plus connue d'entre elles est, bien sûr, le redoutable triangle des Bermudes. Situé dans l'océan Atlantique entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico, il est tenu pour responsable de la disparition de milliers de personnes. Elles y sont entrées en bateau ou en avion, mais n'en sont jamais ressorties. Même l'explorateur Christophe Colomb a expérimenté le mystère du triangle des Bermudes lors de son premier voyage en Amérique en 1492. Il a affirmé que les boussoles pointaient dans la mauvaise direction, que le niveau de la mer semblait changer radicalement et qu'il a même aperçu d'étranges lumières dans le ciel. En 1918, l'USS Cyclops, qui était l'un des plus gros navires citernes de la marine américaine, a disparu à cet endroit. Comme les 309 membres d'équipage ont été déclarés perdus en mer lorsque le Cyclops a disparu, on considère qu'il s'agit de la plus grande perte en vie humaine de l'histoire de la marine américaine en un seul incident. À l'époque, la météo était bonne. Le seul message envoyé ce jour-là par le navire n'indiquait aucun problème ni aucune préoccupation. Et aucun signal de détresse n'a jamais été envoyé. Une enquête navale approfondie a suivi. Sa conclusion ? De nombreuses théories ont été avancées, mais aucune ne permet d'expliquer de manière satisfaisante la disparition du navire. En d'autres termes, les enquêteurs étaient perplexes. Il y a aussi le triangle du Dragon, situé dans l'océan Pacifique. L'histoire la plus troublante concerne un groupe de navires japonais qui ont disparu dans les années 50. Lorsque des chercheurs ont été envoyés pour enquêter sur ce qui s'était passé, ils ont eux aussi disparu. Dans chaque cas, il est impossible de savoir vraiment ce qui s'est passé. Et il est facile de se laisser emporter par les histoires de monstres marins géants qui se cachent sous les vagues. Sanderson était prêt à accepter la possibilité que de telles histoires soient vraies. Il pensait que les villes vortex qu'il étudiait pouvaient être expliquées par n'importe quoi, d'une ride dans le continuum espace-temps à des anomalies magnétiques, en passant par un mystérieux peuple aquatique. Bien sûr, Sanderson n'était pas seulement un grand fan des lieux étranges. Il a aussi écrit sur des créatures fantasmagoriques comme le Bigfoot et le monstre du Loch Ness. Ses compétences en tant que scientifique impartial sont toutefois discutables. En 1948, il a affirmé que des empreintes de pieds à 3 doigts, trouvées à Clearwater Beach en Floride, étaient la trace de manchots de 4,50 m de haut, arguant qu'il était impossible de les contrefaire. En 1988, Tony Signorini a finalement révélé que son ami et lui, en attachant des pieds en fonte à des baskets montantes, étaient à l'origine du canular du manchot géant. Peut-être que Sanderson n'est pas la source la plus fiable après tout, mais il existe aussi des explications tout à fait convaincantes et entièrement naturelles. Examinons plus particulièrement le vortex de Marisburg. Il est tout à fait possible que de navires comme le Bavaria et le Picton aient succombé à un mélange de malchance et de mauvais temps. Le temps instable n'est certainement pas rare sur le lac Ontario, et les tempêtes éclair sur l'eau peuvent s'avérer dangereuses pour les marins les plus expérimentés.
Encore aujourd'hui, malgré les progrès des prévisions météorologiques, on se trompe souvent. À l'époque, il n'y avait aucun moyen de prédire qu'une tempête était en approche. Et la météo n'était qu'un problème parmi d'autres. L'historien Marc Seguin a déclaré que la zone avait toujours été connue pour être dangereuse, car le lit du lac devient rapidement peu profond le long de la rive est. Il y a aussi de petites îles rocheuses et des hauts fonds disséminés dans toute la zone, ce qui rend la navigation risquée, surtout pour les grands bateaux ou ceux qui sont alourdis par une lourde cargaison. Au milieu du XXe siècle, les prévisions météorologiques modernes et l'amélioration de la construction navale ont atténué la plupart des dangers de la navigation sur les grands lacs, ce qui a entraîné moins de pertes. Le dernier grand naufrage sur l'un des grands lacs a été celui du SS Edmund Fitzgerald, qui a coulé au large des côtes du lac supérieur en 1975 avec 29 membres d'équipage. Il semble que le vortex ne puisse rivaliser avec le progrès humain. Et en ce qui concerne les lumières ou les images dans le ciel, dans la plupart des cas, c'est le résultat d'un phénomène intéressant appelé inversion thermique. Lorsque cela se produit, une couche d'air chaud se retrouve piégée sous de l'air froid. Cela peut donner lieu à des mirages ou des reflets. Ainsi, une lumière au sol qui se trouve à des kilomètres peut se refléter dans le ciel, donnant l'impression d'un objet volant. D'autres parties du mystère pourront être résolues avec le temps. L'eau douce et les températures glaciales du lac Ontario aident à préserver les navires et les avions qui y ont sombré. Alors que les plongeurs et les chercheurs continuent d'explorer la région, peut-être percerons-nous enfin le mystère du Bavaria, du Picton, du capitaine Sidley et de son fils. En 1945, 5 avions TBF Avenger ont pris leur envol pour un exercice d'entraînement de routine autour du triangle des Bermudes. Au milieu de l'exercice, les avions ont été frappés par une pluie intense et des vents violents, malgré les prévisions météorologiques qui indiquaient du beau temps. Les pilotes ont été désorientés et ont contacté la base par radio pour signaler que leurs équipements de navigation avaient cessé de fonctionner. La dernière chose que la base aura entendue était « Lorsque le premier avion descendra en dessous de 40 litres, nous descendrons tous ensemble. » Et ensuite, silence radio. Les 5 avions et leurs 14 membres d'équipage n'ont jamais été retrouvés. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. L'explorateur a raconté qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué une lumière géante apparaissant au loin, différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Christophe Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter, et elle lui a donné des indications pour le moins erratiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaissait sur aucune carte du monde. C'est parce que les institutions officielles refusent de reconnaître que cette zone existe réellement. Une théorie répandue suggère que les vagues scélérates seraient responsables des nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrêmes par les scientifiques. Elles se produisent lorsque différents modèles météorologiques ont lieu en même temps et provoquent de grandes vagues inattendues. Les témoins affirment que ces vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Elles pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Le triangle des Bermudes est le théâtre d'une météo assez intense et imprévisible. Les tempêtes se forment rapidement et de façon inattendue, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi si peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins ne voient jamais le mauvais temps venir. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 navires et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'avaient aucune explication et aucune épave n'a jamais été retrouvée. Une autre théorie bizarre, qui tente de résoudre le mystère du triangle des Bermudes, vient de Charles Berlitz. Il insiste sur le fait que la zone abrite la cité perdue d'Atlantis. Selon lui, les navires et avions disparus et les équipements qui fonctionnent mal ont tous été causés par des rayons d'énergie émis par les cristaux spéciaux qui alimentent supposément l'Atlantide. Bien que cela semble farfelu, la théorie de Berlitz était suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes achètent son livre dans le monde entier. En 1800, un grand voilier appelé l'USS Pickering a quitté les États-Unis pour se rendre aux Antilles. Il a navigué dans le triangle des Bermudes avec son équipage de 90 hommes et on n'a plus jamais entendu parler de lui. L'USS Pickering a été le tout premier navire confirmé à disparaître dans le triangle des Bermudes. On pense qu'il a été emporté par une tempête, mais comme aucune épave n'a jamais été retrouvée, on n'en sera jamais certain.
Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une opération de recherche de grande ampleur a été déployée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tout signe de l'avion. L'un des bateaux de recherche était un aéroglisseur PBM-5 Mariner. L'aéroglisseur a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine 3 minutes plus tard. Ensuite, on n'a jamais entendu parler de lui. Aucune trace de lui, ni des 5 avions Avenger n'a jamais été trouvée. Une enquête a été lancée sur la disparition de tous ces appareils. Mais rien n'a jamais été découvert. Cette zone particulière de l'océan est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que ce simple fait explique tout le mystère. Statistiquement, plus la zone est fréquentée, plus la probabilité des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui constitue le mystère du triangle des Bermudes. C'est l'absence d'explication ou d'épave trouvée. Au fond de l'océan, les organismes en décomposition laissent échapper de grandes concentrations de méthane, qui restent piégées sous l'eau. Ce gaz peut s'accumuler jusqu'à ce que, boum, il explose. Le gaz remonte à la surface et fait éruption. Si un bateau se trouve dans la zone d'une de ces éruptions, l'eau devenant beaucoup moins dense peut le faire couler rapidement et sans avertissement. Les scientifiques pensent que cela pourrait être la cause des nombreuses disparitions dans le triangle des Bermudes. Bien que cette théorie soit très logique, elle ne semble pas très probable. Le service géologique des États-Unis a déclaré qu'aucun rejet important de gaz ne se serait produit dans cette zone au cours des 15 000 dernières années. Le fond de l'océan est fait de roches contenant beaucoup de magnétite, laquelle ressemble à du fer. Les champs magnétiques réagissent à la forte concentration de magnétite au fond de l'océan, ce qui peut déclencher une sorte de conflit entre les deux. Cela peut souvent conduire à diverses anomalies météorologiques et, par conséquent, à des problèmes de navigation. Et naturellement, toute modification du plancher océanique ou des champs magnétiques de la Terre influence beaucoup le triangle des Bermudes. Comme le champ magnétique est en mouvement constant, il se pourrait qu'il emporte aussi le triangle des Bermudes avec lui. Maintenant que les gens savent où se trouve le triangle, il est facile de l'éviter. Il est censé se déplacer vers l'est en même temps que les pôles magnétiques. Mais les scientifiques ne savent toujours pas répondre à la question de savoir où il se trouvera exactement dans quelques années. Certaines personnes attribuent toutes les catastrophes à des activités extraterrestres paranormales. D'autres supposent qu'il s'agit de phénomènes naturels déchaînés. Il y a un autre triangle dans le lac Michigan. Tout comme celui qui se trouve près des Bermudes, le triangle du Michigan a acquis sa triste réputation à cause de plusieurs disparitions. La première documentée remonte à 1679. Un grand navire, l'un des plus grands de l'époque, est parti en expédition. Mais une fois arrivé au niveau du sinistre triangle, il n'est jamais revenu. Bien plus tard, un avion a disparu dans ce même triangle. Le ciel y est généralement très clair, mais en 1883, certaines personnes ont été témoins de phénomènes anormaux dans la région. Certains prétendent avoir vu de grands blocs de glace tomber du ciel, et l'équipage a même réussi à en récupérer un comme preuve irréfutable. Un autre triangle se trouve dans une zone mystérieuse de l'océan Pacifique, au large de la côte sud du Japon, non loin de Tokyo. Il y a une mer où de nombreux navires ont connu leur perte, disparaissant sans laisser de traces. On l'appelle le triangle du dragon. Certains scientifiques pensent que la cause des anomalies est due aux changements environnementaux. Il y a aussi une très forte concentration d'hydrate de méthane au fond de l'océan dans la région du triangle du Pacifique. Tu dévies de la trajectoire initiale et tu navigues dans la mauvaise direction. La mer des Caraïbes se trouve près du triangle, parsemée de petites îles. Le plancher océanique ici n'est pas profond. Ton navire peut pénétrer dans ces eaux peu profondes et se retrouver coincé dans les hauts fonds sans que tu n'aies aucune idée de l'endroit où tu te trouves. Si nous étions au XXIe siècle, le capitaine du navire serait capable d'atteindre le rivage en utilisant un GPS et d'autres moyens de navigation modernes. Mais le plus intéressant, c'est que la boussole fonctionnerait correctement cette fois, puisque le pôle nord magnétique ne coïncide plus avec le vrai depuis longtemps sur le territoire du triangle des Bermudes. La ligne agonique se trouve quelque part loin d'ici. Il n'y a plus de problème de navigation de nos jours, mais pour une raison quelconque, c'est ici que les navires disparaissent. Et pas seulement ici d'ailleurs. Dans tout l'océan Atlantique, il y a des endroits où beaucoup de navires ont disparu. Le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits.
L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux navires font naufrage ici est que l'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Et plus il y a de navires à un endroit, plus il y a de naufrages. Simple question de probabilité. Ensuite, ça commence à devenir bizarre. D'autres théories stipulent qu'il y aurait une faille spatio-temporelle dans cette région. Les vaisseaux et les avions tombent dans cette faille et se retrouvent dans le passé ou dans le futur. Mais pour des raisons évidentes, il n'y a pas une seule preuve de ce mythe. Il n'y a aucune raison de penser que la faille soit cachée quelque part ici. La base d'une civilisation extraterrestre pourrait aussi se trouver dans le triangle des Bermudes. Les visiteurs d'autres galaxies enlèveraient les navires avec leur équipage, si bien que personne ne retrouverait les épaves. Il s'agit également d'un mythe populaire sans aucune preuve scientifique. Enfin, le légendaire Kraken vivrait quelque part dans le triangle. C'est un énorme calmar censé attirer les navires vers le fond, et c'est aussi une légende que les marins se racontent. Toutefois, des calamars gigantesques vivent bel et bien dans les profondeurs de l'océan. Ils peuvent atteindre la taille de la moitié d'un wagon de train, mais aucun cas n'a été enregistré où l'un d'entre eux aurait coulé un grand navire. Et dans la région du triangle des Bermudes, on ne les a jamais vus. Les gens d'autrefois ne connaissaient pas l'existence de ces créatures. Alors, quand ils les ont vues pour la première fois, ils les ont décrites comme d'énormes et terribles monstres. Les calmars géants font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre, et les scientifiques ont dû utiliser des équipements à sonar pour les débusquer. Ils n'aiment pas quitter les sombres profondeurs et sont susceptibles d'avoir peur du bruit de tout navire. Voilà qui devrait donc les dédouaner de toute responsabilité. La partie la plus froide de notre planète, l'Antarctique, ne cesse de nous surprendre. Jette un coup d'œil à cette chute nommée Blood Falls, les cascades de sang. De l'eau rougeâtre sort de la glace blanche. Les scientifiques ont conclu que cette couleur était liée au fer. L'eau qui provient du glacier s'oxyde et prend une teinte de rouille lorsqu'elle est exposée à l'oxygène. Et la couleur rouge apparaît. Prends pied sur le mont Gandeng. Il pond des œufs. Bon, peut-être pas de vrais œufs, mais ces pierres ressemblent assurément à des œufs de dinosaures. C'est pour cela que le mont est devenu célèbre. Ces œufs de pierre, appelons-les ainsi, se sont formés dans une partie de la montagne il y a plus de 500 millions d'années. Il est intéressant de noter que ce phénomène se répète une fois tous les 30 ans. Les œufs se déclinent dans des tailles et des couleurs différentes. Ces pierres apparaissent à la surface de la falaise. Une étude réalisée dans la région a révélé que la composition de ces pierres n'était pas pareille à celle des autres parties de la montagne. Ici, ce sont les roches calcaires qui prédominent. Elles sont davantage sujettes à l'érosion. Elles s'effritent de jour en jour. Il aura fallu 3 décennies pour que les pierres prennent cette forme d'œuf. Pourtant, le procédé par lequel ces formations rocheuses peuvent être parfaitement sphériques et lisses demeure un mystère. Selon les scientifiques, chaque œuf de pierre a un noyau de matière organique. Ils sont constitués de coquilles, de restes de plantes, de dents de poisson et de squelettes. Voilà peut-être un début d'explication. Le village de Goulou est proche des œufs de pierre. Les habitants croient que ces œufs sont sacrés. Les villageois les associent à la bonne fortune. En fait, presque chaque famille en a un dans sa maison. Malheureusement, il ne reste qu'environ 70 œufs. Alors, si tu veux les voir, il vaut mieux te dépêcher. La structure de Richat est un phénomène géologique de forme circulaire, situé dans le désert du Sahara, près de la Mauritanie. Elle est constituée de roches en plusieurs couches, et celle-ci ressemble beaucoup à des anneaux. Pas étonnant que cette structure unique ait attiré l'attention de la NASA. Vu du ciel, l'élément géologique semble être en train de tourner sur lui-même. Les scientifiques ne savent toujours pas comment ces anneaux sont apparus. Certains disent qu'il s'agit de l'impact d'un astéroïde, d'autres pensent qu'il s'agit d'un processus géologique naturel. Pour eux, la structure de Richat est un dôme rocheux érodé et surélevé. Les géologues la classent souvent comme un dôme anticlinal. Les scientifiques ont découvert que les roches du centre sont plus anciennes que les roches extérieures en forme d'anneau. Il semblerait donc que les pierres aient été érodées jusqu'à former des couches de roches plates. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'explication valide à ce phénomène. Et ce mystère du Sahara, long de 45 km, n'est toujours pas résolu. Le numéro 4 est Rapa Nui, ou Isla de Pascua. Mais je te parie que tu la connais comme l'île de Pâques. Oui, elle a 3 noms. Elle a été découverte par Jacob Roggeveen, qui n'avait en réalité aucune intention de chercher cette île. Il a juste débarqué là par hasard un dimanche, et c'est de là que vient son nom. Jacob recherchait en fait la Terra Australis, et soit dit en passant, ce n'est pas l'Australie. Celle-ci n'a jamais existé, et ce n'était qu'un continent hypothétique. De plus, il voulait jeter un coup d'œil à la terre de Davis, qui aurait été aperçue dans le passé par Edward Davis, le pirate, et non Edward Davis, le saxophoniste.
Jacob n'y est pas parvenu non plus, bien que personne n'ait jamais vu cette île, à l'exception du pirate Davis lui-même. Il n'a peut-être pas réussi à découvrir les terres qu'il voulait, mais il a découvert l'île de Pâques à la place. Cette île est un territoire particulier du Chili, situé dans le sud-est de l'océan Pacifique. Elle figure sur cette liste parce que près de 1000 statues de pierre, appelées moai, ont été découvertes sur place. Elles ont été créées par le peuple Rapa Nui. Presque toutes ces statues représentent des têtes gigantesques, mais on trouve aussi un petit nombre de figures agenouillées avec les mains sur le ventre. Chaque statue représente des chefs ou d'autres membres importants de la société de l'île de Pâques. Pour sculpter ces statues, les habitants ont utilisé des pierres volcaniques qui avaient été ramollies. Le prochain arrêt est la porte de l'enfer. Oh, ne t'inquiète pas, c'est juste la façon dont les gens ont baptisé le cratère gazier de Darvaza au Turkménistan. Ce cratère géant de gaz naturel est là depuis 5 décennies. Et il brûle des gaz en permanence. Le président du pays souhaiterait par ailleurs que des experts trouvent un moyen d'éteindre cette fosse de feu permanent. Ce site a été accidentellement créé par des ouvriers en 1971, alors qu'ils travaillaient sur un projet de gaz naturel. Depuis, les flammes n'ont pas cessé et c'est devenu une attraction touristique. Des constructions mystérieuses sont parfois aussi bâties à notre époque. Nous n'avons pas besoin de remonter à des millions d'années, vers des civilisations disparues depuis longtemps. Edward Lidscalin a construit à lui seul une structure appelée le Château de Corail, à Homestead, en Floride. Il n'a pas utilisé de grandes machines. Il a taillé et sculpté près de 1100 tonnes de roches coralliennes en 28 ans, jusqu'en 1951. C'est un véritable mystère de comprendre comment il a réussi à accomplir cela tout seul. Lidscalin a sculpté la roche sédimentaire en différents objets, tels que des murs, des tables, des chaises, une fontaine et un cadran solaire. Il y a bien sûr une légende derrière ce mystère. Il a été inspiré à construire cette structure après avoir été abandonné par sa fiancée le jour de leur mariage. Oh oh, planté à l'hôtel. Il aurait voulu lui prouver son amour à elle et au monde entier. Il lui fallait donc produire quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, il a clairement réussi. Parlons un peu du mystère des cercles de fées en Namibie. Il existe des millions de taches circulaires sur des centaines de kilomètres, dont le diamètre varie de 3 à 20 mètres. On les appelle les cercles de fées parce qu'ils ont l'air d'avoir été créés par des fées ou par une créature d'un autre monde. Il s'agit essentiellement de terres de forme ovale entourées d'herbes. Il existe de nombreuses croyances locales qui entourent la création de ces marques. Pourtant, la science dit tout autre chose. Depuis des décennies, les biologistes et les mathématiciens sont perplexes quant au mystère des cercles de fées namibiens. Il existe plus d'une théorie pour expliquer ce phénomène. Voici une théorie populaire. Comme l'eau est limitée dans le désert, les plantes se font concurrence pour accéder à celle-ci. Certaines plantes s'étendent et prospèrent dans une parcelle. Mais les plantes plus petites, situées à proximité, ne peuvent pas obtenir l'eau nécessaire pour survivre. Au final, une partie de la végétation disparaît. Et les autres restent en bordure de la parcelle. C'est pourquoi elles forment des écarts si réguliers. Et si je te disais qu'il existe une colline dans la ville de Leh, en Inde, où au lieu de rouler vers le bas, les choses montent? Il s'agit d'une illusion d'optique. La route semble gravir une colline à cause des paysages alentours. Pourtant, la route descend en réalité. Ce genre de phénomènes sont appelés côtes ou collines magnétiques. Les explications scientifiques varient. La théorie la plus courante affirme que la colline possède une force magnétique si forte qu'elle peut attirer les voitures qui se trouvent dans les environs. Que dirais-tu de voir des rochers enflammés? Yanartas s'étend sur une superficie de plus de 3 km². L'endroit est situé sur une montagne rocheuse dans le sud-ouest de la Turquie, près de la ville de Sirali. Yanartas doit son nom à son apparence. Il signifie littéralement « pierre flamboyante ». Les roches brûlent depuis au moins 2500 ans. Et elles continueront probablement à brûler pendant les prochaines décennies. La montagne où se trouvent les roches est un volcan inactif. Elle est donc parsemée de minuscules fumerolles qui libèrent des gaz comme le méthane. Ce gaz s'enflamme lorsqu'il entre en contact avec l'oxygène et crée cet effet flamboyant. Ah, et d'ailleurs, à l'époque, les marins utilisaient ces flammes comme un phare naturel, car elles sont très proches de la côte. Aujourd'hui, il s'agit plutôt d'une attraction touristique. Les randonneurs l'adorent aussi. Maintenant, marche sur le lac Abraham gelé, au Canada. En hiver, l'eau gelée se remplit de bulles de glace. Cela semble magique, mais ces orbes blancs ne sont pas si sûrs. Ils sont composés de gaz méthane inflammable. La beauté peut être trompeuse. L'image suivante provient de Racetrack Playa, dans la vallée de la mort aux États-Unis.
Il s'y trouve un lac asséché où les rochers se meuvent. Ces roches étranges semblent avoir été poussées ou traînées par quelqu'un ou quelque chose. Elles laissent à la fois une trace et un mystère derrière elles. Mais on comprend aujourd'hui la force qui se cache derrière tout ça. Surprise, c'est le vent. Et un peu de glace. Les scientifiques affirment que le vent pousse les roches pendant les brèves périodes où le sol est couvert de glace. Je ne peux m'empêcher de remarquer que beaucoup de choses mystérieuses sur la Terre impliquent des pierres et des rochers. Ou du méthane. Et toi, lequel de ces phénomènes est ton préféré ? Une tempête de neige fait rage. Il a extrêmement froid. Ses jambes s'enfoncent dans la neige jusqu'aux genoux. Joe Labelle, chasseur expérimenté, se fraye un chemin dans la forêt en protégeant son visage face au vent. Toute autre personne serait déjà tombée en criant de désespoir, mais pas Joe Labelle. Il peut survivre en toutes circonstances et sait toujours quoi faire. En ce moment, il se dirige vers l'un des villages de l'extrême nord du Canada. Ce petit village est situé au bord du lac Anjikuni. Ses habitants sont des Inuits, peuple indigène d'Amérique du Nord. Joe n'a pas mangé ni bu depuis longtemps. Il a besoin d'une bonne nuit de sommeil et d'un repas chaud. Il espère que les habitants seront hospitaliers. À travers les arbres et la brume blanche, il aperçoit les silhouettes des tentes. De la fumée s'échappe de quelques habitations. Joe arrivera probablement à temps pour le déjeuner. Au moment où il arrive, le vent se calme. Le blizzard a pris fin. Le chasseur accélère et découvre le village au bord du lac gelé. C'est étrange, mais il n'y a d'habitants nulle part. Les gens sont probablement tous chez eux, dans l'attente que le temps s'éclaircisse. « Il y a quelqu'un !» crie Joe, mais il n'obtient aucune réponse. « Tiens, de la fumée s'échappe de cette tente !» Joe signale sa présence, mais personne n'ouvre. Il frappe plusieurs fois, puis entre. La tente est vide. Tout est à sa place. Il y a un morceau de tissu avec des aiguilles et du fil sur la table. Du bois brûle dans la cheminée. On dirait que les gens viennent à peine de partir. Joe entre dans la tente suivante et c'est la même chose. Tout est à sa place, mais il n'y a personne. Joe dépasse les tentes et découvre une fosse où brûlait il y a peu un feu de camp. Au-dessus, il y a une corde à laquelle est suspendu un morceau de viande. Pour une raison ou pour une autre, ils ne l'ont pas mangé. Le lac Anjikuni fait partie d'une chaîne de cours d'eau. Les Inuits y pêchaient et y échangeaient diverses marchandises. D'habitude, il y a beaucoup de monde ici, mais aujourd'hui, quelque chose a forcé les gens à quitter leur maison. Pourquoi ont-ils abandonné toutes leurs affaires et où sont-ils allés ? Il n'y a aucune trace autour du village. Tous les traîneaux sont encore là. Les Inuits ont même laissé leurs chiens. Les chiens les aident à chasser et tirent les traîneaux. Personne ne laisserait ses vêtements chauds et ses chiens en partant d'ici, surtout par mauvais temps. Joe Labelle sait tout cela et en conclut que quelque chose de terrible s'est produit. Son corps tremble. Non pas de froid mais de peur. Il parcourt le village entier et ne trouve absolument personne. Terrifié, il s'en va, se dirige vers le poste télégraphique le plus proche et envoie un message à la police. Au bout d'un certain temps, les gens commencent à arriver. La police essaie de retrouver les personnes disparues et de comprendre ce qui s'est passé, mais en vain. Près du village, ils trouvent une tombe vide. Lors de la cérémonie, les Inuits ont placé des pierres autour du lieu de sépulture. Ces pierres sont intactes, ce qui signifie qu'aucun animal n'est passé par là. Que s'est-il donc passé ? Une trentaine de personnes vivaient dans ce village. Elles ont toutes disparu. Les habitants des villages voisins ne sont d'aucune aide. Ils n'ont aucune idée de ce qui est arrivé. La seule chose que la police a remarquée, ce sont d'étranges lumières bleues. Dans cette région, les aurores boréales sont un phénomène courant. Les habitants de la région aperçoivent souvent une lueur dans le ciel étoilé. Mais aujourd'hui, c'est différent. La lumière clignote. Les chasseurs du coin ont vu quelque chose de similaire. Ils disent que des choses étranges volèrent dans le ciel. Tout cela s'est passé en 1930.
Près de 90 ans se sont écoulés depuis la disparition du village, et de nombreuses théories ont vu le jour. Selon l'une d'elles, ce serait le fait d'une civilisation extraterrestre. Cette théorie dit que les lumières bateaux bleues que les habitants et la police ont vues dans le ciel étaient des vaisseaux spatiaux. On pense qu'au cours d'une nuit sinistre, ces vaisseaux seraient descendus jusqu'au village et auraient emporté tous les habitants. Voilà pour la version science-fiction. Il y a en d'autres plus réalistes. Des internautes ont découvert que Joe Labelle n'avait pas de permis de chasse. Peut-être n'était-il pas un professionnel après tout et a-t-il tout inventé. Mais à l'époque, peu de chasseurs avaient leur permis. Joe reste donc un témoin fiable. En remontant à la source de toutes ces informations, nous découvrons des livres et quelques articles de journaux des années 30. Et aucune de ces sources ne vient confirmer que l'histoire mystérieuse du lac Anjikuni est vraie. Cette histoire a-t-elle donc été inventée de toutes pièces? Quittons maintenant les neiges du Canada pour les chaudes plaines de l'Inde. Dans ce grand pays, il existe un village sinistre où des personnes ont également disparu sans laisser de traces. Cela s'est passé dans la première moitié du 19e siècle. Aujourd'hui encore, les habitants évitent cet endroit car ils le croient hanté par des forces maléfiques invisibles. Découvrons donc l'histoire du village de Kuldara. Il est situé dans le district du Rajasthan. Pour vous y rendre, vous pouvez prendre un taxi jusqu'au village ou à la ville la plus proche. Le village est situé loin de toute civilisation, il a l'air désert. Il n'y a que des ruines. On dirait que des archéologues viennent de l'abandonner. Mais il ne s'agit pas d'une cité antique. Le village a été déserté il y a plus de 200 ans. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était un endroit prospère. Kuldara était un grand village. Ses habitants étaient pour la plupart des agriculteurs. Ils vendaient leurs produits agricoles. Et puis, une nuit, tout a changé. Les gens ont abandonné leurs maisons et leurs affaires et se sont enfuis. Personne ne sait pourquoi. Et personne ne sait où ils sont allés. On n'a jamais revu les habitants de Kuldara. Hormis les touristes, les visiteurs sont extrêmement rares. Les habitants du coin sont persuadés que le village est maudit et qu'il abrite des activités paranormales. Si vous interrogez les résidents des villes voisines, ou si vous cherchez des informations sur Internet, vous découvrirez quelques légendes. Une version populaire dit que les gens ont quitté le village à cause du manque d'eau. Cependant, cela n'explique pas pourquoi ils sont partis en pleine nuit en abandonnant toutes leurs affaires. Selon une autre version, les villageois se seraient enfuis pour sauver la fille du chef de Kuldara. Un chef voisin était tombé amoureux d'elle et voulait l'épouser. Il menaça les habitants de graves conséquences si la jeune fille le rejetait. Et il leur donna une seule journée pour prendre une décision. Les habitants refusèrent de se plier à sa demande. Par solidarité, ils décidèrent de quitter le village avec le chef et sa fille. Mais si c'est vrai, pourquoi personne ne les a-t-il vus partir? Un autre village a forcément dû les accueillir. En outre, ils auraient eu besoin de leurs affaires. Voilà le point commun entre Kuldara et le lac Anjikuni. Les gens ont quitté un endroit confortable pour une raison inconnue. Une histoire similaire s'est produite en Irlande, dans un petit village de l'île d'Achille. Une quarantaine de maisons de pierre et de paille longeaient la vallée de Kim Bay. Dans des documents datant des années 1830, on mentionne ce village composé de quelques petites bâtisses. Mais aujourd'hui, il n'en reste pratiquement rien, à part quelques morceaux de murs et de petits monticules de terre. Les habitants des localités voisines ne se souviennent pas de ce village. Mais nous le connaissons grâce aux récits des écrivains voyageurs qui ont décrit l'incroyable beauté du lieu dans leurs journaux. Les étudiants de l'école d'archéologie locale ont essayé de trouver des réponses. Ils ont fait des fouilles et ont découvert que les habitants ont certainement dû quitter leur village à cause de la faim ou d'une maladie. Si tu as déjà visité le parc national de Yellowstone, tu as probablement été fasciné par ces puissants geysers qui crachent de l'eau surchauffée et de la vapeur dans les airs. Mais une chose encore plus intrigante se cache en réalité sous terre.
Je veux parler du système naturel de canalisation souterraine qui rend possible ces éruptions grandioses. À ce sujet, il y a de bonnes nouvelles. Récemment, des chercheurs ont réussi à cartographier le système de plomberie hydrothermale du parc national à l'aide d'un gigantesque aimant volant. Les scientifiques ont ainsi réussi à en documenter toutes les caractéristiques dans les moindres détails. Le fait est que Yellowstone abrite le plus grand système hydrothermal au monde. Il recèle plus de 10 000 curiosités, telles que des geysers, des marmites de boue, des sources chaudes et des cheminées de vapeur. Elles sont alimentées par un réseau de voies d'eau souterraines, lesquelles sont surchauffées par le magma qui s'écoule sous terre. L'eau remonte alors à la surface. À l'heure actuelle, personne ne sait grand-chose sur le fonctionnement de ce réseau. Mais les cartes nouvellement créées pourraient enfin éclaircir ce mystère. Les chercheurs expliquent que leur connaissance du sous-sol de Yellowstone présente quelques lacunes. C'est pourquoi on l'appelle souvent le sandwich mystère. Les scientifiques en savent beaucoup sur les caractéristiques de sa surface, car ils peuvent les observer directement. Ils savent également ce qui se passe dans le système magmatique et tectonique à plusieurs kilomètres sous la surface. Mais ils n'ont pas encore bien cerné ce qui se passe au milieu. Il faut absolument que l'on te parle de cet énorme aimant volant utilisé pour la recherche. Il s'agit du SkyTEM. On l'a suspendu à un hélicoptère pour survoler Yellowstone plusieurs centaines de fois, tout en scrutant le sol en contrebas. L'aimant est constitué d'une boucle de câbles chargée électriquement de 25 mètres de diamètre. Sa tâche principale est de générer un puissant champ électromagnétique. Comme les différents types de matériaux, tels que l'eau ou la roche, réagissent différemment à ce champ, les scientifiques sont parvenus à esquisser quelques cartes de ce sous-sol pour la toute première fois. Cette technique de cartographie a également permis aux chercheurs de faire la distinction entre le magma et la roche-mère, qui ont des propriétés magnétiques légèrement différentes. L'équipe a également eu l'occasion d'observer comment le magma et l'eau interagissent et créent ces caractéristiques géologiques époustouflantes à la surface. Enfin, les chercheurs ont obtenu des cartes en haute résolution d'une profondeur allant d'environ 150 à 700 mètres et des cartes basse résolution montrant ce qui se passe à une profondeur pouvant excéder 2 km. Parallèlement, les chercheurs pensent que le système hydrothermal lui-même pourrait s'étendre jusqu'à 5000 mètres sous la surface. S'ils ont vu juste, cela signifierait qu'ils n'ont cartographié que la moitié supérieure du système de plomberie de Yellowstone. Quoi qu'il en soit, tu te souviens qu'on a dit que les scientifiques savaient à peu près tout au sujet de la partie inférieure du sandwich de Yellowstone? S'ils ont une si bonne idée des plaques tectoniques et des failles profondes qui s'y trouvent, c'est parce que les fréquents tremblements de terre qui secouent le parc leur donnent l'occasion d'étudier une variété de phénomènes. En juillet 2021, par exemple, plus de 1000 tremblements de terre ont secoué la région. Aujourd'hui, cette équipe de chercheurs en sait beaucoup plus sur certains phénomènes célèbres, comme le geyser Old Faithful ou le Grand Prismatic Spring. Ils ont également découvert que certaines manifestations hydrothermales individuelles de surface pourraient en fait être connectées à d'autres, qui peuvent se trouver jusqu'à 10 km. Une autre découverte intéressante est que même si les geysers et les sources chaudes de Yellowstone varient en taille, en forme, en couleur, en explosivité et en composition chimique, ils sont principalement alimentés par des sources souterraines très similaires. Cela signifie que la différence entre ces particularités géologiques apparaît plus près de la surface. Je suis sûr que tu as déjà vu l'image emblématique de Yellowstone, avec une grande source aux couleurs arc-en-ciel et dont les bords sont d'un orange ardent. Qu'est-ce qui rend ces sources chaudes si colorées? Étonnamment, ces teintes impressionnantes proviennent de créatures microscopiques. La température des sources est si élevée qu'elle pourrait facilement et rapidement te faire cuire. De plus, l'eau y est très acide, comme le liquide d'une batterie de voiture. Mais il existe certains types de microbes qui apprécient la chaleur et qui ne craignent pas ces conditions extrêmes. On peut même dire qu'ils y prospèrent. Ainsi, chaque anneau de couleur différente est, dans la plupart des cas, un anneau habité par des bactéries différentes. Et chaque espèce s'est adaptée à une température ou à un pH particulier, lequel mesure le degré d'acidité de tel ou tel environnement. Prenons l'exemple du Grand Prismatic Spring. Oui, l'emblématique. SEs, teintes arc-en-ciel, indiquent probablement la diversité des microbes qui y vivent. Donc, en commençant par le centre de la source thermale, tu peux voir une belle couleur aiguë marine. C'est là que la température de l'eau est la plus élevée, jusqu'à 87 degrés Celsius, parce que cette zone se trouve juste au-dessus de la source d'eau souterraine. L'eau y est bien trop chaude, même pour les microbes. C'est pourquoi ce que tu vois,
est principalement une eau claire. La raison de sa couleur bleue est la même que celle du ciel. La lumière du soleil frappe la surface de l'eau et la lumière se disperse. Mais c'est la lumière bleue qui se disperse le plus et qui est renvoyée vers nos yeux. Bien, l'anneau de couleur suivant est le jaune. Tout cela grâce à certaines cyanobactéries. La température de cet anneau jaune atteint les 74 degrés Celsius. Si les conditions de la source chaude étaient un peu différentes, ces bactéries créeraient une teinte bleu-vert grâce à un pigment bien connu, qui n'est autre que la chlorophylle. Mais comme la lumière du soleil qui frappe la source est trop intense, les bactéries commencent à produire un autre type de pigment. Il s'agit des caroténoïdes. Et devine quoi ? Ils agissent comme un écran solaire pour les bactéries. Et comme ce pigment est orange, la bactérie normalement verte prend une teinte jaunâtre. Enfin, nous avons cette couleur orange vif plus près des bords de Prismatic Spring. Il y fait un peu plus frais, autour de 65 degrés Celsius. Dans cette partie de la source, on trouve plusieurs types de bactéries. Elles produisent toutes des substances qui lui donnent cette couleur orangée. Enfin, sur les bords de la source, la température est plus fraîche, environ 55 degrés Celsius, et une plus grande variété de microbes peut y survivre. Tous ces éléments combinés donnent au bord de la source cette teinte rouge-brun. Mais les scientifiques pensent que l'homme et son activité ont pu influencer les couleurs des caractéristiques hydrothermales de Yellowstone. Par exemple, dans le passé, les températures du Morning Glory Pool étaient beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui. C'est pourquoi sa couleur était d'un bleu profond. Mais les déchets ont commencé à s'accumuler dans le bassin, et une partie de ces déchets a obstrué les vents hydrothermales. Cela a provoqué une baisse des températures qui a entraîné une croissance microbienne. En conséquence, cette jolie couleur bleue s'est transformée en jaune orangé. En ce qui concerne les geysers de Yellowstone, le plus célèbre d'entre eux est le fameux Old Faithful. Il a reçu ce nom à la fin du 19e siècle en raison de la régularité de ses éruptions. Ce geyser est plus actif que les autres, puisqu'il entre en éruption environ 20 fois par jour. Chacune de ces impressionnantes manifestations dure de 1 à 5 minutes. Et le jet d'eau bouillonnante peut atteindre une hauteur de 55 mètres. En parlant du parc national de Yellowstone, nous ne pouvons pas passer sous silence le supervolcan de Yellowstone. N'est-ce pas ? Les supervolcans apparaissent lorsque d'énormes volumes de magma tentent de s'échapper des profondeurs du sous-sol. Ils finissent par éclater à la surface de la Terre. Parfois, tout ce magma reste bloqué, incapable de percer la croûte terrestre. C'est alors que d'énormes mares de magma sous pression se rassemblent à plusieurs kilomètres de profondeur. La pression ne cesse d'augmenter car de plus en plus de magma tente de remonter à la surface. Et à un moment donné, une super éruption se produit. Tu n'as pas forcément envie d'être là pour ça. Au cours des 50 dernières années, la caldeira de Yellowstone s'est élevée de près d'1 mètre. Les experts sont convaincus qu'il s'agit d'une évolution naturelle. Les périodes d'élévation en forme de dôme sont suivies d'un renfoncement de la caldeira. Les scientifiques estiment donc que le supervolcan ne présente aucun danger pour le moment. Pour qu'une éruption se produise, le magma à l'intérieur doit être liquéfié à au moins 50%, et dans le CA de Yellowstone, ce chiffre n'est que de 5 à 15%. Mieux encore, une étude récente a amené les chercheurs à conclure que son point chaud pourrait être actuellement en déclin, malgré toute l'activité de respiration et d'élévation du dôme. Au moins 3 autres super-éruptions ont émaillé l'histoire du volcan de Yellowstone. Elles se sont produites il y a 2,1 millions et 1,3 million d'années. Et pour la dernière fois, il y a 640 000 ans. Bien avant cette vidéo donc. La super-éruption la plus récente a été baptisée l'éruption de Lava Creek. C'est elle qui a formé la caldeira de Yellowstone après avoir vomi près d'1 000 km3 de roches, de poussière et de cendres volcaniques. Je crois qu'on se passerait bien de la prochaine éruption.